écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews autour des thèmes environnement, culture et droits humains. Face à l'incompatibilité de notre système économique avec celui de la Terre, certains envisagent de réformer ce dernier. L'aspiration du dioxyde de carbone est incluse dans les scénarios du GIEC, malgré les doutes sur son efficacité. La possibilité d'un voile solaire est étudiée en détail. Certains y voient un moyen de ralentir le réchauffement sans toucher aux bases du capitalisme. D'autres le considèrent comme un dernier recours pour éviter des catastrophes irréversibles. Une minorité rêve même d'un anthropocène heureux où nous contrôlerions les cycles naturels de la Terre. Cet ouvrage retrace l'histoire de ces projets, explore la culture scientifique et philosophique qui les sous-tend et examine leurs implications en termes de gouvernance et de conflits géopolitiques. Une préoccupation majeure demeure que ces solutions incertaines retardent les changements nécessaires et transforment l'urgence climatique en climat d'urgence, propice à des interventions risquées. C'est un livre très dense, formidablement documenté et passionnant. Il a été coécrit par Marine de Guglielmo-Weber, chercheuse en environnement, énergie et matières premières stratégiques à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, et Rémi Noyon, journaliste au Nouvel Obs, chef adjoint de la rubrique Idées, où il travaille sur les questions environnementales. Et je suis heureuse de recevoir aujourd'hui sur So Sweet Planet Rémi Noyon. Bonjour Rémi. Bonjour. Enchanté d'être ici. Ravi de parler de ce formidable livre. C'est un petit pavé quand même. Quel travail, combien de temps pour un livre comme ça ? Alors là, c'est compliqué à quantifier parce qu'on s'y est mis il y a, je pense, 1 an et demi, 2 ans. Mais on connaissait, Marine avait beaucoup déjà travaillé sur le sujet, moi aussi, mais de manière plus épisodique parce que dans mon travail journalistique. Marine, elle a fait sa thèse sur la modification de la météo, qui est un sujet lié, qui n'est pas exactement la même chose, mais qui est assez proche. Et donc on s'est mis à fond à deux et ça a été, c'était assez dense, ouais. D'accord. Donc le grand retournement, c'est le nom du livre avec des lettres, les E qui sont à l'envers. Comment la géo-ingénierie infiltre les politiques climatique. Eh bien, si après avoir bien perturbé le climat, nous le réparions, si nous en prenions le contrôle. Quelle belle perspective. C'est la grande idée qui sous-tend ce que l'on appelle la géo-ingénierie. Alors déjà, il faut qu'on replace un petit peu dans le contexte parce que c'est un mot qui fait peur, c'est un mot qui donne envie de partir en courant. Donc on va essayer de retenir nos auditrices et auditeurs, si tu veux bien. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est la géo-ingénierie ? Alors la géo-ingénierie, c'est, pour le dire rapidement, toutes les tentations d'intervenir à grande échelle pour contrer le réchauffement provoqué par l'homme, le réchauffement anthropique. C'est un terme qui est très contesté, parce qu'on va en parler juste après, parce qu'il y a des gens qui réfutent ce mot, et je vais expliquer pourquoi est-ce qu'on y tient. Mais pour le dire simplement, il y a 2 grandes familles qui ont été synthétisées sous ce concept parapluie. Alors ça date d'à peu près 2009, c'est un rapport de la Royal Society anglaise, qui en fait donc définit ces 2 familles. Donc il y a ce qu'on appelle la géo-ingénierie solaire, qui va en fait viser à bloquer une partie du rayonnement solaire entrant ou à s'efforcer, mais c'est plus rare, que du rayonnement venu de la Terre sorte plus facilement du système Terre. L'autre, donc ça permet en fait de refroidir artificiellement la Terre sans forcément que la concentration en CO2 dans l'atmosphère soit modifiée. L'autre famille, ce qu'on appelle la géo-ingénierie carbone, alors on utilise de moins en moins ce terme, mais je vais expliquer pourquoi. Oui. Donc en fait, c'est toutes les techniques qui visent à retirer du CO2 atmosphérique, donc du CO2 qui est déjà dans l'atmosphère. Donc c'est en fait, on a maintenant je crois qu'on a 420 ppm dans l'atmosphère, et il va falloir le retirer, donc retirer le CO2 accumulé. Alors le terme, il est chargé parce que il apparaît dans les années 70, plutôt favorablement à l'époque. Maintenant, il est connoté assez péjorativement. Et donc, effectivement, les gens qui travaillent sur ces choses-là ne se revendiquent pas de ce mot. Et comme ces 2 communautés de recherche, la capture du carbone atmosphérique, le retrait du carbone atmosphérique, et ce qu'on appelle maintenant la gestion du rayonnement solaire, en fait, ce mot a tendance à s'effacer un petit peu. Il y a plein de raisons à ça. C'est vrai que c'est 2 communautés très différentes. Nous, on y tient parce que, en fait,
tout l'objet du livre, c'est de montrer qu'il y a une forme de désinhibition vis-à-vis de ces technologies. Devant l'incapacité manifeste que nous avons à réduire nos émissions significativement, de plus en plus de gens se disent on n'a peut-être plus trop le choix, quoi. Et donc des trucs qui apparaissaient il y a encore quelques années comme des techniques d'apprenti sorcier sont un peu en train de migrer vers le centre des discussions climatiques. Oui. Et donc l'utilisation du mot, c'est une manière de dire attendez, quand même, gardons encore un peu ce terme, histoire de bien réfléchir à ce qui se passe et ce qui est en train de se jouer. Voilà. Alors c'est vraiment le sujet du livre, de réfléchir à ce qui se passe, et c'est super bien amené pour les personnes qui ne sont pas déjà à fond là-dedans, parce qu'il y a la partie historique, il y a les controverses, il y a les grandes personnalités qui ont marqué l'histoire j'allais dire de ce mouvement, enfin de cette idée que l'on peut modifier le climat, le réparer sans continuant à vivre comme avant, en fait. On va en reparler. Alors la géo-ingénierie donc ne se concentre pas, si j'ai bien compris, sur rétablir l'équilibre initial, celui qui permet à notre climat de fonctionner correctement. Elle essaie plutôt de créer et de mettre en place des rustines. Oui, alors en fait il y a deux aspects. Si on prend la géo-ingénierie solaire, qui est vraiment le truc qui est un peu dans l'esprit de tout le monde, parce que ça serait probablement efficace tout de suite, ça coûte pas très cher. Donc la technique la plus étudiée consiste à envoyer du soufre dans la stratosphère, donc entre 15 et 20 km au-dessus de nos têtes. Ça créerait une espèce de voile qui va envelopper la planète et donc bloquer une infime fraction du rayonnement solaire qui rentre. Donc vous avez moins d'énergie qui rentre dans le système, la planète se refroidit. Et donc, ce sur quoi insistent les gens qui travaillent là-dessus, c'est l'idée qu'en fait, on ne va pas revenir au climat initial si on fait ça, si on met ce voile de soufre autour de la planète. En fait, on va vers une planète qui serait nouvelle, enfin au climat différent, un climat géo-ingénieré. L'idée, c'est d'éviter les effets les plus graves du réchauffement climatique. Donc, on va modifier le climat pour, entre guillemets, couper les parties les plus dangereuses, les ouragans, les vagues de chaleur, les canicules, etc. Voilà, donc les géo-ingénieurs insistent là-dessus. Enfin, en tout cas, les chercheurs qui travaillent sur ce thème disent notre objectif, on sait bien qu'en fait, on va créer une planète, un climat qui sera nouveau. L'idée, c'est que ce climat soit moins dangereux pour l'homme qu'un climat d'une planète vraiment réchauffée. Oui, jusque-là... Jusque-là, on se dit que c'est bien. Oui, jusque-là, on se dit que c'est bien. Donc, vous écrivez, page 12, ce mode de légitimation de la géo-ingénierie sur fond d'un éternel retour au business as usual est d'autant plus redoutable qu'il épouse la pente de nos renoncements. Cette pente, la géo-ingénierie l'a peut-être accentuée. Difficile en effet d'imaginer que la fascination exercée par les promesses technologiques ne soit pas en partie responsable de l'étrange défaite climatique. L'hypothèse d'une solution miracle et à minima d'un progrès salvateur a probablement contribué à chasser celle d'une réorganisation en profondeur de nos modes de vie. Triste paradoxe, face à l'urgence climatique, il est proposé de s'en remettre aux outils qui nous ont, pour l'instant, menés dans l'impasse. Encore un effort, nous y sommes presque. Dans cette perspective, la géo-ingénierie se présente moins comme un saut dans l'inconnu, donc je continue de vous citer, que comme la continuation ou l'accélération de ce que nous faisons déjà. On y retrouve le rêve du découplage, l'optimisation des cycles naturels, l'artificialisation de ce qui nous entoure, la financiarisation du vivant. À chacun des jalons qui marquent au cours des 20e et 21e siècles l'histoire de la compréhension du réchauffement, on trouve d'ailleurs l'idée que si les sociétés humaines déstabilisent le climat, elles peuvent tout aussi bien l'améliorer. Alors, c'est vrai que moi, quand je lis ça, cette croyance que les sociétés humaines peuvent toujours trouver des solutions à la hauteur des problèmes qu'elles ont créés, vous analysez bien ce qui la sous-tend, cette croyance, et par qui elle est portée. Pourtant, nous rencontrons actuellement de plus en plus de problèmes d'une ampleur inédite, qui sont clairement indéniables, et que nous ne parvenons pas du tout à enrayer, que ce soit les dérèglements du climat et toutes ses conséquences ou la chute de la biodiversité, pour ne citer que. Or, non seulement nous ne trouvons pas les solutions à la hauteur des problèmes, mais on s'aperçoit que ces problèmes que nous traitons de façon quand même toujours isolés les uns des autres, provoquent des réactions en chaîne, les uns sur les autres, puisque tout est lié, et que pas mal de prévisions sont dépassées par un phénomène du coup d'emballement. Vous rappelez, page 15, que le seuil de 1,5 degré d'augmentation de la température moyenne globale
par rapport à la période pré-industrielle, puisqu'on se base toujours sur c'est le point de base, 1,5 degré par rapport à la température à la période pré-industrielle, seuil que nous ne devions pas dépasser, a été atteint en 2023 durant 12 mois consécutifs. Et que, je vous cite, son franchissement est désormais considéré comme inévitable par la majorité des climatologues. Donc vous décrivez de façon très détaillée dans ce livre qui a intérêt à croire et à faire croire dans les promesses de la géo-ingénierie et qui peut avoir intérêt à l'utiliser. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots ? Alors évidemment, quelques mots, le livre il fait 230 pages, donc c'est un peu la question piège, mais bon, quelques mots sur ceux et celles qui souhaitent voir ces projets de géo-ingénierie se réaliser. Oui, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, on parle beaucoup dans le livre de géo-ingénieur comme si c'était une espèce de concept, enfin de catégorie homogène. Oui. En fait, quand on regarde, ça a été étudié, il y a un petit cœur de chercheurs qui travaillent depuis très longtemps sur ce sujet. Là, je parle en particulier de la géo-ingénierie solaire. Et puis, progressivement, à mesure que ça rentrait dans l'ordre de l'envisageable, voilà, il y a de plus en plus de chercheurs critiques, pas critiques, qui se sont intéressés à ce sujet, pas forcément dans une but de le promouvoir, mais certains parce qu'ils sont pris d'une espèce de panique climatique et qui se disent c'est peut-être la seule option qu'on va avoir. Pourquoi pas ? Oui, certains qui se disent de toute façon on va y aller. Donc en fait autant que ce soit fait entre guillemets avec une espèce de préparation préalable, de travail scientifique en amont. Voilà, il y a vraiment une gamme de motivations qui peut pousser les acteurs à s'intéresser à ça. De manière plus structurelle, nous en fait on essayait de montrer à un moment, on reprend un concept qui est développé par des éco-marxistes qui ont travaillé sur le sujet. Ils disent en fait si on regarde un petit peu la géo-ingénierie, on peut se dire que c'est une espèce de compromis entre deux fractions du capital qui sont disons ceux qui ont intérêt à ce que la sortie des énergies fossiles ne se fasse pas trop rapidement. Parce qu'en fait, ils perdraient de l'argent, tout bêtement. Donc ils ont intérêt à ce que la pente soit atténuée. Et ceux qui, disons, ont la main sur des technologies, ce qu'on appelle les clean tech, en fait, c'est des technologies de décarbonation et qui, pour beaucoup d'entre elles, ont encore besoin d'un peu de temps pour arriver à maturité. Oui. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, vous déployez, c'est ça qui va faire le lien un peu entre les deux grandes familles de la géo-ingénierie, c'est que vous déployez le voile solaire, pas dans une perspective glorieuse de dire il y a très peu de gens qui disent attention ce truc est merveilleux. La plupart des gens disent c'est un moindre mal. Mais le temps, vous le déployez, le temps de développer les technologies qui vont servir à la fois à la décarbonation, mais aussi des technologies qui vont servir à retirer du CO2 de l'atmosphère, la fameuse géo-ingénierie carbone. Donc on peut voir ça un peu comme une espèce de compromis entre les intérêts pétro-gaziers et les intérêts des gens qui sont dans la tech, notamment américaine. Quand on regarde d'où viennent les financements qui alimentent ces projets, c'est beaucoup de... La figure archétypale de ça, c'est évidemment Bill Gates, quand on parle dans son livre sur le climat, etc. Mais donc, il y a beaucoup de gens qui sont issus de la Silicon Valley, qui ont une mentalité plutôt... Enfin, qui ont une vision du monde, disons, solutionniste, à savoir qu'ils pensent que c'est la technologie qui va nous sauver et pas les changements de société, qui investissent là-dedans. Et beaucoup le font, pas forcément de manière cynique, ils pensent vraiment que c'est... peut-être la seule chose qui pourrait une espèce de plan B, mais qui pourrait nous sauver d'un réchauffement accéléré et très grave, quoi. Et effectivement, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il y a une forme d'ironie là-dedans, c'est qu'en fait, l'idée qu'il y aura des innovations technologiques merveilleuses qui vont nous sauver et que c'est pas si grave, on peut attendre un petit peu, en fait, c'est une idée qui nous accompagne depuis très longtemps. Et c'est probablement une idée qui participe aussi à freiner les changements de société en disant attendez, on a une solution peut-être miracle qui va arriver, c'est pas la peine de modifier complètement nos comportements, quoi. Donc c'est ça qu'on essaie de montrer vraiment dans le livre, cette tension là. Et à la fin on se demande, l'idée générale c'est de se dire en fait c'était vu comme fou de modifier le climat de cette manière, d'agir sur le climat de cette manière. Et là on est en train de se demander si c'est pas la sobriété qui va être présentée comme quelque chose de complètement loufoque. Donc la peur, la panique, des intérêts financiers, protéger des populations aussi à certains endroits de la planète où les températures atteignent déjà régulièrement les 50 degrés. Ça, ce sont quelques-uns des ressorts qui poussent les défenseurs de la géo-ingénierie à envisager et à s'engager dans des projets parfois délirants. Vous en énumérez beaucoup et on pourrait même s'en amuser si les conséquences n'étaient pas aussi inquiétantes. Ce qui m'a frappé en lisant toutes ces descriptions de projets, rien que pour ça vaut le détour, c'est quand même assez savoureux, c'est qu'il y a la plupart du temps une vision qui n'anticipe pas du tout, c'est ce que j'ai cru comprendre,
qui n'anticipe pas du tout les conséquences écosystémiques, c'est-à-dire c'est une vision en silo. Or, le climat est très lié au vivant, et le vivant est très lié au climat, que ce soit l'eau, les océans, les sols, les forêts, la végétation dans son ensemble, les bactéries, les virus. Et c'est un monde extrêmement complexe, le vivant, où tout est interdépendant, et dès que l'on modifie dans le corps humain, c'est pareil, un élément, il y a des répercussions sur tout l'ensemble, des répercussions donc souvent en chaîne. Et moi, il me semble que c'est d'avoir négligé, voire ignoré cela dans nos activités qui nous a menés dans le mur et qui a quand même assez largement, je crois, engendré ce réchauffement climatique et la chute de la biodiversité, les sols devenus stériles, les pollutions de nos cours d'eau, etc. Comment peut-on encore ignorer cela, ignorer ce monde du vivant, sa complexité, et croire qu'en modifiant le climat, le temps d'attendre qu'on revienne à des modes de vie peut-être. Comment peut-on croire que ces modifications, on va pouvoir revenir au point de départ une fois qu'on sera tous à peu près... Ouais, alors ça semble incroyable. Ça, c'est vraiment passionnant, parce que c'est un des grands trucs qu'on a essayé de montrer dans le livre. C'est quand la géo-ingénierie apparaît, donc le terme apparaît dans les années 70, mais il y a plein de projets antérieurs, en fait. Oui. On pourrait remonter très 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 loin. Vous remontez loin d'ailleurs, j'étais très étonnée. Même fin 19e, il y a fin 19e, bien sûr. Ça préfigure ces idées un peu farfelues. En fait, dès qu'on comprend, enfin même il y a des historiens qui remontent avant ça, en fait l'homme a toujours plus ou moins compris qu'il pouvait avoir une influence sur son climat. Voilà. En fait, mais bon, disons que le mot géo-ingénierie et l'essentiel des projets naissent pendant la guerre froide. Et en fait, ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'à l'époque, il y a un imaginaire scientifique qui est effectivement celui de l'ingénierie telle qu'on l'imagine, à savoir une vision plutôt mécaniste, en fait, qui est beaucoup basée aussi sur les premiers ordinateurs, etc. On a vraiment l'impression qu'il y a un système et qu'on va pouvoir aller solutionner des bugs. Oui. Voilà. En fait, on va aller débugger le système. C'est la logique de la heuristique que tu évoquais. Ce qu'on trouve, ce qui est intéressant dans le mouvement de désinhibition qu'on essaie de décrire avec Marine, c'est que, alors ça c'est un philosophe qui s'appelle Sébastien Dutreuil qui l'a bien montré, il dit en fait il y a un mouvement de Prométhée à Gaïa, c'est-à-dire qu'en fait l'imaginaire de la guerre froide c'est l'imaginaire mécaniste de Prométhée, de vraiment l'homme qui contrôle la nature, c'est l'imaginaire de l'ordinateur, etc. Là, en fait, les sciences du système Terre, et ce que tu disais sur le fait que tout est enchevêtré, nous sommes dans du vivant, enchevêtré dans du vivant, c'est disons le paradigme de Gaïa, c'est l'idée qu'effectivement tout est lié, quoi. Mais en fait, quand on regarde les nouveaux discours sur la géo-ingénierie, ils sont assez malins, hein. Ils disent pas du tout on va pouvoir contrôler le truc comme une espèce d'horloge parfaite, etc. Ils disent au contraire, on est dans un système chaotique, non linéaire, avec des points de bascule, des ruptures. Le moindre de nos actions peut déclencher des choses très très graves. Et là, on sait, alors à partir de là, il y a deux possibilités. Soit vous dites, dans ce cas-là, essayons de réduire et de faire très attention à ce qu'on fait. L'autre possibilité, c'est de dire on a déjà beaucoup intervenu dans notre milieu, et là on sent qu'on est au point de passer des points de bascule irréversibles. Une fois que l'Amazonie sera devenue une savane, on ne va pas pouvoir la retransformer en forêt, en tout cas pas tout de suite. Et donc, certes c'est malheureux, disent-ils, mais il faut essayer de faire ce qu'on pense pouvoir faire, et donc par exemple mettre en place ce voile solaire qui permettrait de maintenir les températures en dessous des fameux seuils de 1,5 ou 2 degrés, les seuils de l'accord de Paris, et donc d'éviter, disons, le pire du phénomène climatique, le temps qu'on trouve des manières d'enlever ce CO2 qui est dans l'atmosphère ou de décarboner complètement nos économies. Et donc, on voit vraiment qu'il y a une espèce de changement de paradigme. On passe de Prométhée à Gaïa. Et l'autre chose que m'inspirait ta question, c'est que tu disais effectivement l'ignorance de l'espèce de fuite en avant, etc. Du point de vue des géo-ingénieurs, par exemple, nous, on a beaucoup lu le livre de David Keefe, qui est un professeur à l'université de Chicago. Oui, que vous citez, avec lequel vous avez échangé. Oui, on a échangé avec lui. Alors lui, c'est une espèce d'intelligence, j'allais dire cruelle, quoi. Il est il est physicien, il est vraiment très, très, enfin, voilà, il est assez brillant. Et donc il a fait un livre de défense de la géo-ingénierie. Alors maintenant, il le présente pas comme une défense, hein. Il dit, c'est un moindre mal, etc. Mais lui, il dit, regardez, vous nous dites qu'il faut de la sobriété, des changements sociétaux, etc. Mais en fait, les grandes crises écologiques, elles ont été évitées par des changements technologiques. Le trou dans la couche d'ozone, c'est parce qu'on a changé les composés industriels qu'on a évité le pire de la catastrophe. En fait, il prend toute une série d'exemples comme ça. Justement, là, c'était un travail sur les causes, pas sur les conséquences. Oui, c'est vrai. Mais tout à fait. Mais lui, son point de vue, c'est de dire en fait que les gens qui prennent la sobriété, alors ils disent pas qu'ils sont contre la sobriété, mais ils disent une sobriété vraiment très forte. Vous mettez un peu le doigt dans l'œil. En fait,
ça n'arrive pas. En fait, l'humanité est faite pour brasser toujours plus d'énergie et de matière. Et donc, de toute façon, c'est la donnée. On part de ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ils vous disent, voilà, le seul truc, certes, ça va créer de nouveaux problèmes, c'est la technologie. L'autre grand exemple qui est souvent cité, c'est un bouquin qui n'a pas été traduit en français, je pense, qui s'appelle The Wizard and the Prophets de Charles Mann, qui est un journaliste, et en fait, qui raconte, en fait, il va contraster deux figures. Qui, dans les années 50, il y avait une crainte sur est-ce qu'on va réussir à nourrir toute cette population. Et donc, il y en a qui disent non, ça va vers l'effondrement, regardez les courbes, on est fichu, il y aura des famines de masse, etc. Et d'autres qui disent mais non, il y a la technologie, on va réussir à modifier l'agriculture, etc. Et donc, en fait, ces deux figures sont souvent contrastées pour dire regardez, c'est celui qui avait raison, c'est celui qui prônait la révolution verte, les OGM, la fine utilisation de la technologie dans l'agriculture, qui a permis d'augmenter considérablement les rendements et d'éviter les famines. De résoudre le problème un certain temps. Voilà, exactement. Et en fait, avec plein d'autres problèmes. Effectivement, quand on regarde en fait, le livre, il est plus malin que ça. Il dit, certes, mais en même temps, on a créé toutes les pollutions liées à la modification du cycle de l'azote, etc. Donc, en fait, les sols stériles. Exactement. Donc toute la question du livre, c'est de se dire, attendez, il y en a d'un côté ceux qui vous disent, en fait, on va toujours trouver des patchs technologiques nouveaux pour résoudre les problèmes qui ont été créés par les patchs technologiques précédents. C'est la marge de l'humanité. On va toujours y arriver. Et ceux qui disent, attendez, là quand même, on est dans une espèce de pyramide de Ponzi. Et le truc on est en porte-à-faux, quoi. Le truc va s'effondrer au bout d'un moment, quoi. On va plus pouvoir rustiner. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, mais moi j'aime bien parce que c'est assez imagé. On va plus pouvoir rustiner l'ensemble de la planète. Et en fait, c'est ça qui est au cœur de la géo-ingénierie. C'est ça qui est assez fascinant, quoi, en tout cas. Oui. Et alors la météo et le climat, donc vous le dites bien, sont deux choses différentes, mais on comprend en vous lisant comment les premières tentatives de modification de la météo ont pu nourrir l'idée que nous pouvions aussi contrôler le climat, toujours plus et toujours plus fort, l'être humain, parce que l'on a réussi à influencer un peu la météo, ce qui a pu aider les agriculteurs, mais les conséquences, on les découvre souvent quand il est trop tard, et jusqu'où pourrons-nous les régler, ça c'est la question. Mais les risques aussi de détournement de ces techniques sont assez importants. Vous citez plusieurs exemples qui sont quand même vraiment inquiétants. Évidemment celui des États-Unis pendant la guerre du Vietnam, mais parce que c'est toujours facile de brandir, de pointer le voisin, mais vous parlez aussi de la France, à Dien Bien Phu. Et franchement, bien sûr, c'est quand même c'est ma co-autrice Marine qui a fait sa thèse là-dessus. Oui. Effectivement, elle a retrouvé, alors je serais moins précis là-dessus parce que c'est vraiment sa partie, c'est vraiment elle qui connaît ça bien, mais elle a retrouvé effectivement des textes qui montrent qu'effectivement, au Vietnam, c'était en gros faire pleuvoir, c'était en fait noyer l'ennemi dans la boue, quoi. Donc c'était ensemencer les nuages pour provoquer la pluie. Et en plus pendant la mousson pour accentuer, si j'ai bien compris le phénomène. C'était vraiment accentuer les pluies. Ces techniques-là, elles ont effectivement eu des visées militaires, elles ont été à un moment étudiées, je crois, à Dien Bien Phu, par la France, mais elles ont eu aussi des visées agricoles, quoi. Et donc maintenant, elles sont utilisées dans plein de pays. L'ensemencement, c'est effectivement faire pleuvoir pour pallier une sécheresse. Et ça provoque des conflits géopolitiques, tu viens de le sous-entendre, entre des pays, parce qu'en fait, pour le dire de façon un peu imagée, on pourrait aller imaginer même des guerres de nuages. Et c'est pas complètement absurde, parce qu'il y a déjà des pays qui s'accusent mutuellement de se voler la pluie. Et donc c'est ça aussi qui, peut-être, on en parlera tout à l'heure sur la géopolitique, vient un peu tendre ce sujet de géo-ingénierie. Parce que du coup, en fait, vous voyez bien que si vous déployez le voile solaire, ça aurait tendance, selon les modélisations, à modifier la pluviométrie. Si vous êtes un pays et d'un coup vous avez une sécheresse, vous vous dites, attendez, c'est parce qu'on a déployé le voile solaire que l'eau ne tombe plus ici, ou alors c'est parce que le voisin il s'est mis à ensemencer des nuages, etc. Donc on va assez bien, c'est assez net le risque de conflit géopolitique. Voilà, c'était. Oui, de dérapage, oui. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser aussi, parce que je me souviens, j'avais été très touchée par l'autobiographie de Wangari Maathai, donc, qui était une femme kenyane qui a été prix Nobel de la paix, qui a été la première femme africaine à avoir un prix Nobel de la paix, et le premier prix Nobel de la paix décerné pour un combat par rapport à l'environnement. Et en fait, elle racontait que le départ de tout ça, c'est qu'elle était partie, elle avait bénéficié d'un programme pour partir étudier aux États-Unis quand elle était jeune, et puis elle est revenue dans son village natal, et là, un ou des figuiers près de la petite rivière avaient été arrachés, et en fait, les arbres qui avaient été arrachés, la rivière, il n'y avait plus de rivière en fait.
Et de par ses études et en observant le milieu, le terrain et tout ça, elle s'aperçoit qu'il y a un lien évidemment entre, ça nous semble évident, mais entre l'arrachage des petits figuiers qui étaient là et le fait que la rivière soit... voilà. Donc tout ça, on le sait quand même. On le sait que quand on agit, que la déforestation joue sur le climat, que le climat joue sur le... Donc, on fait comme si on savait pas, mais en fait, tous ces liens de causalité, on les connaît bien. On sait, donc on va en reparler, que le fait de faire pleuvoir ou pas pleuvoir à un endroit, ça a des répercussions sur le cycle global et donc sur les pays voisins. Alors, on va revenir au fil des questions. Les projets de géo-ingénierie donc semblent se prêter magnifiquement à des détournements, à être utilisés aussi pour d'autres objectifs que ceux pour lesquels ils ont été créés. En fait, on n'a aucun moyen de contrôler ça. Une fois que les techniques vont être disponibles, ils se présentent même en fait comme très tentants pour être détournés. Et donc, on sait très bien qu'on n'a pas toujours que des gens, enfin dans les personnes décisionnaires, que ce soit pour nos politiques, pour nos engagements financiers, pour tout ce qui impacte ensuite les populations. Les personnes qui sont en position de prendre les décisions ne sont pas toujours avec des visions très éthiques, responsables, informées. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'en fait, il semble y avoir très peu d'anticipation ici aussi pour nous en protéger de ces détournements. Comment expliquer ça, que ça n'avance pas parallèlement au risque ? Oui, alors je pense qu'en fait, il y a une raison première qui est assez simple, c'est qu'il y a eu pendant longtemps un tabou sur ce sujet. Et un tabou qui avait des raisons d'être, parce qu'en gros, les scientifiques se sont dit, bah, si on commence à parler de ça, notamment, là je parle vraiment de la géo-ingénierie solaire, vraiment, donc qui est vraiment un peu la technique la plus controversée, bah, les gens vont se dire, bah, c'est bon, il y a 3 scientifiques dans un bureau qui vont nous trouver une idée, tout va bien. Et donc, il y avait pendant longtemps, et même encore maintenant, il y a une réticence à en parler publiquement. Le tabou, ce qu'on dit généralement, c'est que le tabou prend fin en 2006, quand Paul Crutzen, qui est un chimiste néerlandais qui est assez connu maintenant... J'en parle dans la prochaine question. Tu en parles dans la dernière question, donc je ne m'attarde pas. Mais effectivement, il publie un article pour dire, attention, on n'arrive pas à baisser nos émissions carbonées, on a réduit nos pollutions au soufre, ce qui est une très bonne chose, mais en fait, paradoxalement, elle masquait une partie du réchauffement. Et donc là, on va avoir un réchauffement additionnel. Donc comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ne devrait pas quand même réfléchir à cette histoire d'introduire du soufre dans la stratosphère ? Donc voilà, donc le tabou prend fin à ce moment-là, disons. Le soufre pour réfléchir les rayons du soleil. Exactement. Oui. En fait, vous introduisez du soufre, ça permet de créer des aérosols, et ces aérosols finissent par retomber. Donc il faut en permanence injecter du soufre dans la stratosphère, mais avant qu'il retombe, il bloque une partie du rayonnement solaire entrant. Et donc, pendant longtemps, il y a eu ce tabou, il est encore un peu présent, il a tendance à s'effilocher un petit peu. Donc, pendant longtemps, il y a eu justement une volonté de ne pas trop en parler. Donc, du coup, les géo-ingénieurs disent un peu ce que tu dis. Ils disent, bah oui, il faut non seulement en parler, mais il faut travailler là-dessus, il faut des études, il faut de la science, il faut qu'on fasse des tests. Et donc là, on rentre dans une espèce de controverse intéressante qui est, est-ce qu'il faut plus de recherche autour de ce sujet ? Alors, vous pouvez défendre l'idée que oui, parce qu'il faut quand même, si jamais on est amené à le faire un jour, il faut avoir une vague idée quand même des conséquences. Et donc là, il y a plein de sujets parce que pour l'instant, l'essentiel des expériences, c'est de la modélisation numérique. Il y a des débats sur est-ce qu'il faut faire des petites expériences en extérieur, des plus grosses expériences. Enfin, voilà, là, vraiment, il y a des... Voilà. Et puis, il y a ceux qui disent, mais si vous commencez à faire des expériences, bah, en fait, on voit bien comment ça se passe dans le monde réel. En fait, vous commencez à tester des trucs, il y a des entreprises qui s'y intéressent, des dirigeants politiques qui s'y intéressent, et en fait, vous allez, entre guillemets, verrouiller nos sociétés vers ces trajectoires. Donc en fait, c'est une espèce de pente glissante. Si vous commencez à travailler là-dessus, bah, en fait, assez clairement, on voit bien que on va y aller. Et donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu pour l'instant peu de débats là-dessus. C'est qu'en fait, l'idée même d'en avoir un débat est performatif sur l'apparition de ce sujet. Et nous-mêmes, en l'écrivant, on se demandait, mais en fait, si tu fais un livre sur la géo-ingénierie, est-ce que tu participe pas à matérialiser cet horizon, quoi. Est-ce qu'en fait les gens vont pas se dire bah oui, en fait ça devient concret, quoi, et pourquoi pas, voilà. Donc c'est un peu tout le thème, c'est en fait en parler, ça permet de montrer les risques, d'envisager, de réfléchir à la chose, mais ça peut aussi avoir un effet autoréalisateur. Alors donc ce chimiste néerlandais Paul Crutzen, connu entre autres pour avoir popularisé le terme d'anthropocène, vous écrivez page 36.
L'Anthropocène désigne une nouvelle ère géologique dans laquelle les humains ont acquis une force tellurique. Les combustibles fossiles en sont les premiers responsables, mais d'autres transformations sont aussi citées, telles que la déforestation, la domestication des fleuves ou des rivières, l'extinction des espèces ou l'usage des engrais azotés. Puisqu'il faut bien marquer le début de ce nouvel âge, Crutzen propose de le dater à la fin du XVIIIe et au développement de la machine à vapeur, en reconnaissant que ce jalon est en partie arbitraire. Même s'il prend soin de souligner que ces perturbations découlent des activités de seulement 25% de la population mondiale, il lui a été reproché de noyer la responsabilité des vrais fauteurs de troubles. Ce ne sont pas les humains en tant qu'entité abstraite qui ont pollué la Terre, mais bien une poignée d'entre eux, plutôt blancs, plutôt riches, plutôt situés dans les pays du Nord. Crutzen lui-même, fera-t-on remarquer, est né aux Pays-Bas, dont la richesse fut bâtie sur un vaste empire. Sa pensée serait typique d'une écologie surplombante et technocratique, aveugle aux déterminants de classe et aux passés coloniaux. Alors vous pointez aussi dans le livre, dans la partie historique et dans la partie philosophique, vous pointez ces liens historiques avec la pensée de la domination, celle qui a voulu maîtriser et posséder la nature et les hommes, enfin les humains. Comment on peut transposer ces mécanismes sur ce qui se passe aujourd'hui avec la géo-ingénierie ? Alors oui, ce que je disais tout à l'heure sur l'idée de la vision mécaniste qui apparaît avec la modernité, et puis qui est vraiment au cœur de la guerre froide, l'idée d'un système, de la cybernétique, etc. Ce qu'on essaie de montrer aussi dans le livre, c'est qu'il y a des enjeux de genre qui se lient à tout ça. Donc ça a été assez étudié. Les sciences climatiques en général sont assez masculines, mais donc la géo-ingénierie, entre guillemets, les discussions autour de la géo-ingénierie faisant partie de ça, elles sont aussi assez clairement masculines. J'ajoute que c'était aussi, il y a un enjeu aussi nord-sud. La géo-ingénierie a beaucoup été critiquée comme vraiment quelque chose d'homme blanc plutôt américain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le moment de mouvement de désinhibition qu'on décrit, de normalisation, etc., évidemment, les gens qui travaillent là-dessus ne sont pas idiots. Ils savent bien qu'ils parlent d'une certaine position, etc. Et donc, que ce soit avec des intérêts derrière, mais aussi de façon totalement sincère, ils essaient d'ouvrir un peu la discipline en allant financer des projets de recherche dans des universités africaines ou asiatiques, en essayant de... J'ai même lu un article, on a lu un article assez marrant de quelqu'un qui appartient à la communauté de recherche sur ce thème depuis longtemps et qui propose à une féministe, écoféministe, de relire un article scientifique qu'il avait écrit il y a quelques années et de pointer justement tous les biais de genre. Donc vraiment, il y a une espèce de réflexion autour de ça. Ce qu'on a essayé de montrer, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le mouvement de Prométhée à Gaïa, c'est qu'à mesure que ces techniques sont de plus en plus étudiées, en tout cas font l'objet de discussions, il y a aussi une démultiplication des gens qui en parlent, et ça a tendance à se diversifier un petit peu. Il y a même des retournements intéressants, et on a vu dans certains pays, il y a des gens qui venaient d'Extinction Rebellion, d'ailleurs plutôt des jeunes femmes, qui se sont mis à dire attendez, la géo-ingénierie solaire, c'est la dernière cartouche qu'on peut avoir, et qui essaie de transformer le truc justement, on peut retrouver une prise sur les enjeux climatiques. En fait, il essaie de le transformer en horizon émancipateur et de sortie des énergies fossiles. De faire une espèce de prise de judo à ce... Voilà. Oui. Donc, on essaie de décrire un peu tout ça dans le livre, effectivement. Vraiment le cœur constitué, qui était plutôt des hommes blancs américains, et puis les tentatives de complexifier un peu cette image. Oui. Vous décrivez aussi dans le détail les différentes personnalités et les différents groupes dans les pros et dans les anti, même s'il y a plein de nuances entre les deux, et dans les anti-géo-ingénierie, avec leurs arguments, leur contexte, leur évolution. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ce qui peut leur être reproché et ce qu'ils se reprochent entre eux. Par exemple, page 65, les plus offensifs des techno-solutionnistes accuseront les écologistes de rendre impossible la résolution du problème climatique en y mêlant des enjeux d'inégalité sociale ou d'héritage coloniaux. Et pour jouer la symétrie, ils se moqueront des sociofixes, tout comme on les accuse d'attendre une solution technique miracle, leurs adversaires fantasment une impossible révolution mondiale. On découvre qu'il y a quand même beaucoup de déclinaisons et de nuances dans les positionnements par rapport à la géo-ingénierie. Il y a beaucoup d'affrontements aussi. Comment s'y retrouver? Selon quels critères, d'après vous, évaluer la viabilité de ces techniques qui sont présentées comme des solutions et qui, la plupart du temps, n'en sont pas?
pour l'instant. Ouais, bien sûr. Alors déjà, c'est toute la pelote avec laquelle on s'est un peu débattu en faisant ce livre. Hein. C'est en fait une fois que vous avez dit, il ne s'agit pas de rejeter en bloc la technologie, ce qui serait absurde. Il s'agit de trouver une forme de discernement là-dedans et d'essayer à chaque fois de comprendre finement où passer le scalpel, à savoir qui profite de ces technologies, à quoi elles servent, est-ce que vraiment elles permettent de transformer la structure sociale ou économique, ou au contraire elles permettent de la préserver. Est-ce que les effets secondaires ont été bien étudiés ? Est-ce que les effets secondaires ont été bien étudiés ? Et en fait, c'est tout l'enjeu effectivement de ces travaux-là. Juste pour dire quand même de manière, c'est important que donc je disais tout à l'heure qu'on a utilisé le mot de géoingénierie à la fois pour la géoingénierie solaire et la géoingénierie carbone. Jusqu'à maintenant, on a plutôt discuté tous les deux de géoingénierie solaire. Les techniques de ce qui s'appelait avant de manière plus large la géoingénierie carbone et que maintenant on appelle extraction du carbone atmosphérique, élimination du carbone atmosphérique. En fait, il y a aussi plein de techniques différentes là-dedans qui sont effectivement là pour le coup, beaucoup d'entre elles sont déjà assez normalisées, où les enjeux sont différents par rapport à la géoingénierie solaire. C'est-à-dire que les enjeux, c'est plutôt de se dire est-ce qu'on va vraiment miser là-dessus ? Est-ce qu'on va avoir la capacité de les développer à l'échelle ? Est-ce qu'il n'y a pas, en fait, en les développant, est-ce qu'il n'y a pas non pas des effets forcément secondaires sur l'environnement, mais est-ce qu'on ne va pas en fait, utiliser plus d'énergie et d'énergie carbonée pour faire tourner des aspirateurs à dioxyde de carbone, par exemple, ce qui serait absurde. Donc, vous donnez une image assez drôle avec l'aspirateur qui produit de la poussière. Bien sûr. Là, en fait, c'est à propos des DAC. Donc, si je résume, dans l'extraction du carbone atmosphérique, il y a un peu deux grandes sous-familles. Il y a ce qui est basé sur l'amplification des phénomènes naturels existants. Oui. Donc, par exemple, vous allez essayer d'augmenter la capacité de l'océan à absorber du carbone. Ou vous allez, quelque chose qu'on appelle l'altération forcée, vous allez essayer d'accélérer les phénomènes qui permettent au carbone de revenir, entre guillemets, de revenir dans le sol ou dans les océans. Et puis vous avez la famille technologique. Et là, il y a deux grandes technologies. Il y a ce qu'on appelle la bioénergie avec captage et stockage du carbone, qui sur le papier est un truc assez élégant. En fait, ça vise à... Vous faites pousser des plantes, de la biomasse, qui donc en poussant va capter du CO2. Vous utilisez ces plantes pour créer de l'énergie, donc d'usines à biogaz, etc. Et dans ces usines, vous allez capturer le CO2 et le retirer. Et donc, comme les plantes ont capturé le CO2 en poussant dans l'atmosphère, et que vous allez isoler ce CO2 dans l'usine, en fait, il y a un résultat net. Vous avez retiré du carbone de l'atmosphère. D'accord, j'avais pas très bien compris jusqu'à maintenant ce procédé-là. Merci de l'explication. Voilà, c'est assez compliqué, oui. mais voilà. Donc sur le papier, on se dit pourquoi pas. Bon, après, ça pose plein de problèmes, notamment de disponibilité des terres qui rentrent pas en concurrence avec des terres agricoles, oui. etc. L'éternel problème quand même, qui reparaît encore une fois. Exactement. Oui. Et l'autre famille, qui est assez simple, c'est ce qu'on appelle la capture directe dans l'air, les DAC, en anglais, Direct Air Capture. Et là, c'est assez simplement des aspirateurs à CO2. Donc en gros, c'est des machines dans lesquelles de l'air ambiant rentre et vous allez, par divers procédés industriels, vous allez séparer cet air ambiant du CO2 et vous allez ensuite soit utiliser ce CO2 pour faire autre chose. Dans ce cas-là, vous obteniez juste la neutralité carbone parce qu'en gros, le CO2 va finir par être rejeté. Soit vous l'enfouissez ou dans le sol, ce qui est le truc le plus étudié, dans les sous-sols. Le problème de ça, c'est que c'est là que la métaphore de l'aspirateur qui en fait émet des poussières en émettant, c'est que le CO2 dans l'atmosphère, il est très dilué. C'est 0,04%. Et donc, jusqu'à maintenant, les technologies qu'on a pour aller isoler ce CO2 sont assez consommatrices d'énergie. Et donc, si l'énergie est carbonée, en fait, vous avez juste utilisé un aspirateur pour retirer de la poussière, mais en faisant tourner l'aspirateur, vous avez en fait généré des émissions CO2, donc de la poussière. Donc, il y a quand même ce problème à résoudre. Il y a les gens qui défendent ça, vous disent bah oui, mais on va y arriver, on va avoir des technologies plus efficaces. Mais il en faudrait combien ? Parce qu'en fait, quand on voit les photos, du coup, moi n'étant pas experte, peut-être que c'est pas une bonne analyse, mais quand je vois les photos de ces espèces d'aspirateurs qui ressemblent à des gros climatiseurs là, qui ont été mis à certains endroits pour aspirer, mais on se dit mais ça a l'air tellement ridicule. On se dit comment un truc à tel endroit, ce petit lot d'aspirateurs par rapport à toute la planète, il en faudrait combien pour revenir à l'équilibre d'aspirateurs ? Il en faudrait probablement beaucoup, surtout que pour l'instant, il y a très peu de DAC. Donc là, on parle vraiment des aspirateurs que tu décris, là, oui. Qui sont vraiment qui ressemblent un peu à des machines à laver. Un peu. Oui. Il y en a très très peu. Je crois que l'Agence internationale de l'énergie en chiffrait à 27 en opération, et qui retire collectivement vraiment une infime partie de nos émissions, mais c'est microscopique pour l'instant. L'espoir, c'est qu'on améliore ces technologies de façon très sensible. En fait, quand on a discuté avec des gens qui défendent ça,
la plupart sont de très bonne foi et sont des écologistes convaincus et qui disent de toute façon on a déjà accumulé du CO2 dans l'atmosphère, il y aura des émissions résiduelles, donc il va falloir développer ces technologies. On va devoir le faire. Et donc ils vous disent regardez par exemple les panneaux photovoltaïques. Il y a quelques années ça coûtait très cher et c'était très peu efficace. On a réussi à faire une révolution technologique, à faire baisser les prix, à faire en sorte que ça fonctionne mieux. Et donc, on nous annonçait ça comme une fausse solution et c'est devenu une solution. Et ils disent, les DAC, peut-être que ce sera pareil. Alors, ça, c'est des gens bien intentionnés. C'est-à-dire qu'ils vous disent, en fait, on va réussir. Ceux-là vous disent pas, on va réussir à retirer tout le CO2 de l'atmosphère. Ils disent, on va retirer une petite partie qui devrait permettre, normalement, de couvrir nos émissions résiduelles en 2050 pour arriver à la neutralité carbone. La question du résiduel, combien de pourcents des émissions évidemment importante. Derrière ça, il y a des acteurs, disons, plus mal intentionnés, qui eux défendent le concept d'économie circulaire du carbone et qui disent en fait le CO2 c'est un déchet. Et donc c'est un déchet et le problème c'est pas qu'on émet du CO2, c'est qu'on n'arrive pas à le retirer pour l'instant. Et donc il suffit de trouver une façon de le retirer, les fameux DAC ou la bioénergie avec captage et stockage du carbone, et on aura fermé le cycle. Et en fait ça c'est un vieux rêve technologique qu'on retrouve dans les historiens de l'environnement, on le décrivent ça très bien. La fermeture du cycle, c'est un truc qui remonte à très très longtemps. On va réussir à un moment à avoir une espèce d'économie parfaitement circulaire. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Mais alors les déchets, on en fait quoi de ces déchets ? Alors, c'est une très bonne question. Le CO2 qu'on a capté, qu'est-ce qu'on en fait ? Pour qu'il soit retiré vraiment de l'atmosphère, il faudrait soit le remettre dans le sol. Donc ça, c'est des technologies qui existent, qui sont en développement. C'est par exemple de le remettre dans des gisements pétro-gaziers qui ont été exploités et donc on va le réinjecter dans le sol. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde à quoi sert pour l'instant le CO2 qu'on extrait de l'atmosphère, en fait il est utilisé. Alors soit il est utilisé pour faire, alors c'est assez comique, pour sortir plus de pétrole. C'est une technologie qu'on appelle... Super. Voilà. En fait vous injectez du CO2 dans les gisements pétroliers, ça va permettre de faire sortir plus facilement le pétrole. Donc voilà, évidemment c'est absurde. Soit vous l'utilisez pour... en fait, le carbone, c'est un peu la brique élémentaire de nos industries. Donc vous l'utilisez pour faire des trucs. Ensemencer des serres pour pousser des légumes, dans des sodas. On peut l'utiliser aussi, alors il y a une entreprise qui fait ça en Suisse, on peut le cristalliser dans le béton. Et en fait, quand vous regardez l'usage qui en est fait, si vous le mettez dans du soda ou dans des serres, il va finir par se rééchapper ce CO2. Donc en fait, au mieux, vous aurez une technologie neutre. Vous aurez retiré du CO2, mais que vous aurez fini par réémettre. Le mieux, ce serait évidemment de le séquestrer de façon durable. Et tout l'enjeu, c'est ça, c'est de comment est-ce qu'on pourrait séquestrer du CO2 de façon durable, soit dans des produits humains, dans du béton, etc., soit effectivement dans le sol, soit il y a des mécanismes plus compliqués de minéralisation, c'est-à-dire qu'on va l'injecter dans des conditions très précises pour qu'il soit fixé dans des roches. Donc voilà, il y a tous ces enjeux effectivement de qu'est-ce qu'on va faire de ce CO2. Dans le chapitre Voiler le soleil, donc c'est un festival de pistes assez ahurissantes et inquiétantes. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes pour donner une idée je pense peut-être par rapport aux grandes idées, par rapport aux océans, l'espace, aux glaciers. Oui. Bon, voilà, donc là, dans l'ingénierie solaire, c'est vraiment encore une fois donc de bloquer une partie du rayonnement solaire entrant. Il y a une technologie un peu différente que je mentionnerai tout à l'heure. Donc la plus répandue, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le soufre dans la stratosphère. Donc l'idée, ce serait de développer une flotte d'avions qui serait capable d'aller dans la stratosphère de manière continue, parce qu'en fait, il faut continuellement renouveler ces injections. Et donc de libérer des composés soufrés qui vont interagir dans la stratosphère, enfin qui vont réagir dans la stratosphère, je vais y arriver, et qui vont donc former une espèce de voile de brume soufrée qui donc bloquerait une partie du rayonnement solaire, ce qui ressemblerait assez en fait à ce qui se passe quand il y a des éruptions volcaniques. C'est pour ça qu'on parle du soufre, c'est parce qu'en fait on sait à peu près comment ça se comporterait dans la stratosphère, parce que c'est ce qu'on a déjà pu observer lors d'éruptions volcaniques, notamment il y a l'éruption du Pinatubo, voilà, au début des années 90. Qui a fait chuter les températures terrestres pendant quelques mois, voire années après. Ça, c'est la première technique. Et c'est en fait la plus étudiée parce que c'est ce qui semble le plus faisable à court terme. À l'opposé, il y a le long terme. Et alors là, on bascule dans vraiment la science-fiction, c'est la géo-ingénierie spatiale. Donc là, c'est des gens qui disent on pourrait envoyer des espèces de miroirs dans l'espace et contrôler ces miroirs de façon à en fait vraiment faire en sorte que la variable, le Soleil devienne une variable entièrement contrôlée par l'humanité. Donc là, il y a quelques articles de recherche là-dessus, mais
ça reste vraiment très minoritaire dans la littérature scientifique. Nous, on se dit c'est plus une espèce d'ouverture de la fenêtre d'Overton, comme on dit, du pensable. À savoir, s'il y a des gens qui vous disent que c'est possible de le faire dans l'espace, les gens qui vous disent qu'on peut le faire avec du souffle vous paraissent d'un coup plus rationnels, quoi. Oui. Et ensuite, dans ces techniques-là, il y a entre ces deux pôles-là, il y a tout un éventail de technologies. Il y a quelque chose qu'on appelle donc comment on dit en français, l'éclaircissement des nuages marins. Donc là, ça vise à augmenter le nombre de noyaux de condensation dans les nuages de façon à ce qu'ils soient plus blancs, plus réfléchissants. Et donc, ils bloquent une partie là encore une fois, ils bloquent une partie du soleil à plus basse altitude. Ça, c'est déjà expérimenté au-dessus de la Grande Barrière de Corail en Australie, par exemple. Vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a des vidéos assez drôles, enfin assez drôles, c'est pas drôle, mais assez intéressantes où on voit le bateau. Voilà, ils répandent une espèce ils pompent de l'eau de mer et ensuite ils vont brumiser dans l'atmosphère et ensuite avec les courants d'air chaud, ça va monter et les particules de sel vont former des noyaux de condensation sur lesquels vont se fixer les petites gouttelettes d'eau et ça va donc augmenter la densité du nuage. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'éclaircissement des nuages marins et ça, c'est vu comme une technologie plus acceptable entre guillemets parce qu'elle est plus localisée. Là, vous n'allez pas agir sur vous n'allez pas modifier la structure du souffle tout autour de la stratosphère. Elle est vue comme un moyen peut-être d'éviter des gros pics de chaleur. Sur la barrière de corail, on a trouvé aussi des études au-dessus des villes, par exemple, pour éviter les gros moments les gros moments de canicule. Oui. Donc, il y a cet aspect-là. Et après, il y a tout un ensemble de techniques sur les glaciers. Alors c'est toujours la même idée, les glaciers ils ont un effet albédo parce qu'en gros étant blancs ils réfléchissent une partie du rayonnement solaire. C'est comme quand vous portez du blanc en été, vous avez moins chaud que quand vous portez du noir. Or ces glaciers fondent et donc en fait l'albédo de la planète se modifie, c'est-à-dire qu'en fait elle va absorber plus de chaleur. L'albédo, l'albédo c'est cet effet-là, c'est l'effet qui fait en fait quand vous portez du blanc, et l'énergie elle entre guillemets elle rebondit et elle part vers l'espace et c'est la même chose. Le noir on a l'impression que ça absorbe quoi. Voilà, et le noir ça voilà. Et donc, il y a tout un tas de techniques qui visent à préserver ces glaciers de façon à préserver leur effet albédo. Alors là, on en décrit plein dans le livre, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a un article assez fascinant, j'encourage les gens à aller regarder ça. En fait, il y a un schéma où on voit représenter sur un petit bout de glacier toutes les technologies imaginables. Donc, il y a des trucs d'ancrage, où vous mettez des espèces de harpons pour retenir la glace. Vous pouvez répandre aussi des petites billes réfléchissantes. Vous avez des phénomènes aussi qui sont déjà utilisés par l'industrie pétrolière pour maintenir les gazoducs sur la glace de façon à faire sortir la chaleur du sol et à la remonter vers le haut. Vous avez des techniques qui visent à pomper l'eau qui est sous le glacier de façon à ce qu'il retombe sur le socle rocheux et qu'en fait la friction fasse en sorte qu'il glisse moins vers la mer. Vous avez plein de trucs et quand vous regardez cette image, moi on l'a trouvée assez frappante avec ma co-autrice Marine, c'est que vous voyez une chambre d'hôpital quoi. C'est-à-dire qu'en fait vous voyez un glacier et il y a plein de trucs dessus qui ressemblent à vraiment un bloc opératoire. Et c'est assez, en fait, l'image elle est assez saisissante parce qu'on voit bien le truc derrière, c'est qu'en fait on est vraiment en train d'essayer de ralentir la maladie quoi. Et c'est assez inquiétant. Oui, c'est le service des urgences, on essaie de maintenir en vie. Alors on voit qu'il y a beaucoup d'argent investi dans toutes ces recherches. On trouve sans surprise donc les noms de Bill Gates, d'Elon Musk évidemment, parmi les financiers de projets de géo-ingénierie. On sent qu'il y a urgence par rapport au réchauffement climatique, mais surtout à être le premier à trouver la solution qui pourrait rafler la mise. C'est quand même dans les enjeux aussi. On sent que les intentions sont sous-tendues par beaucoup d'avidité. Moi, ça m'a frappé dans le livre, cette espèce d'excitation. Ça m'a rappelé le début des années 2000 et la fameuse bulle Internet où beaucoup de start-up vendaient du vent pour des millions à grands coups de bluff. Et en fait, je trouve ça super inquiétant parce qu'il s'agit maintenant de notre avenir, plus d'une start-up ou deux, de notre avenir, de qui va réussir à convaincre qui de faire quoi. Et on aimerait un peu plus de sagesse, si je peux me permettre d'employer le mot. Mais lorsqu'on vous lit, je vous cite page 69, petit à petit, ce qui était vu comme une lubie dangereuse gagne en légitimité. Donc la lubie dangereuse, c'était la géo-ingénierie. Petit à petit, ce qui était vu comme une lubie dangereuse gagne en légitimité au sein des cénacles internationaux. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, et c'est bien la sobriété qui pourrait finir par apparaître comme une folie d'apprenti sorcier. Il suffit de voir les moqueries avec lesquelles sont accueillies les propositions issues de ce camp, sans parler de celles qui nous viennent des décroissants, érigés en épouvantail absolu. Alors la sagesse, on se dit que c'est pas gagné.
Ouais, alors moi en fait, ce qui m'a toujours frappé, c'est l'espèce de parallélisme des formes. En fait, si on regarde ça de façon un peu détachée, il y a d'un côté des gens qui attendent une rupture technique Oui, et d'un côté des gens qui attendent une rupture sociétale. Et ça c'est les deux gros blocs. c'est les deux gros blocs. Et on se dit, bon, bah, quel est le pari le plus dangereux, quoi. C'est un peu ça la question. Évidemment, l'idée, c'est quand même de faire un peu des deux. Hein. C'est Oui. pas de rejeter en bloc la technologie et pas de rejeter en bloc la sobriété. Les gens à peu près raisonnables essaient de dire qu'il faudra probablement un peu des deux. Mais ce qui est effectivement observable, tu disais tout à l'heure, effectivement, ça rappelle la bulle Internet. Il y a plein de startups qui se lancent, ça c'est très marquant, sur l'extraction du carbone atmosphérique. Là, c'est vraiment frappant. Il y a un truc assez intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un enjeu de données derrière. C'est qu'en fait, derrière, il y a le marché de la compensation carbone. Et donc, il y a tout un écosystème qui se crée sur comment on va pouvoir monétiser tout ça. Et c'est là-dessus enfin, ce qui nous a frappé en faisant le livre, c'est de se rendre compte toutes ces petites boîtes qui se créent, qui sont des intermédiaires, qui cherchent effectivement à pouvoir mesurer, par exemple, typiquement, pour rémunérer un agriculteur qui séquestrerait du carbone dans son sol en modifiant sa technique d'agriculture ou en plantant des arbres. Comment faire? Par exemple, il va falloir des satellites qui vont pouvoir aller zoomer sur ce truc-là, regarder la taille des arbres, est-ce qu'ils étaient là quelques années avant. Enfin voilà, on voit bien qu'il y a tout un enjeu de technologique en fait, derrière, d'observer, de créer un flux de données. Et c'est très compliqué. Par exemple, si vous augmentez la capacité de l'océan à pomper du carbone, une entreprise se met à faire ça. Comment on va la rémunérer? Parce que si on est sur un marché carbone, comment on va estimer en fait combien l'océan, tu le disais tout à l'heure, c'est hyper compliqué en réalité. Il y a des variables qui s'entrecroisent. Comment on peut estimer ce que l'océan va retirer de CO2? Donc il y a toutes les boîtes qui réfléchissent à ça en fait, qui se disent là il y a un robinet de données qu'on est en train d'ouvrir. Donc là c'est sur la géo-ingénierie, enfin sur l'extraction du carbone atmosphérique. Mais ce qui est assez flippant aussi, c'est que sur la géo-ingénierie solaire, qui là pour le coup on se dit, en fait il s'agit de modifier le rayonnement solaire entrant dans la planète. Donc à minima, il faudrait une espèce d'instance diplomatique internationale qui va gérer tout ça. Et c'est un peu ce que disent les géo-ingénieurs. Ils disent, bon, il va falloir trouver de nouvelles formes de gouvernance pour gérer ce truc-là. Mais quand on regarde dans le détail, soit c'est les hypothèses, c'est que soit des États le fassent de façon unilatérale, mais aussi des entreprises. L'année dernière, il y a une start-up américaine qui s'appelle Make Sunset, qui a fait un peu la une des journaux parce qu'elle a commencé à envoyer, elle a été implantée au Mexique, et elle a commencé à proposer sur son site des crédits de refroidissement, cooling credits. Donc en fait, vous payez, alors je ne sais plus quel est le prix, je crois que c'est 9,90 $, mais à vérifier, et on vous promet d'envoyer une petite quantité de soufre dans la stratosphère qui va permettre de réduire la température d'un chiffre estimé, etc. Et donc là, on voit, alors ça a été très vite, le Mexique a très fortement réagi. Il y a quand même un soupçon de est-ce que vraiment en fait ils avaient une technologie basée sur des ballons, ils envoyaient des ballons. Est-ce que vraiment ces trucs-là est dans la stratosphère? Enfin, il y a aussi une dimension de est-ce qu'ils vendaient pas juste du vent, hein. Mais le simple fait que ça puisse exister, qu'il y ait des entrepreneurs qui se lancent là-dessus est assez interpellant. Ça veut dire bon ça se trouve il y a des boîtes qui vont se mettre à vendre ce truc-là, et là ça devient un peu effectivement complètement anarchique. Et tous les gens qui travaillent là-dessus te disent attendez non. L'idée, c'est justement qu'on ait une forme de coopération, quoi. On ne peut pas commencer à marchandiser ce truc-là et à le faire entrer dans des logiques économiques. Mais toute la tension, elle est là. On voit bien qu'il y a quand même des logiques économiques, elles sont importantes et prégnantes, et c'est difficile de s'en extraire. Alors, le chapitre 3 s'intitule donc « Vers une économie circulaire du carbone ». Donc, qu'est-ce que c'est une économie circulaire du carbone? Parce que là aussi, on voit qu'on reprend des termes de l'écologie. Bien sûr. Voilà, oui. Alors, je disais tout à l'heure, c'est le rêve de fermeture du cycle. Alors, l'économie circulaire du carbone, quand on regarde, il y a un article, je crois que 2016, mais j'ai peur de dire de bêtises, donc un article qui a été écrit par un designer américain. Et puis ensuite, c'est surtout l'Arabie Saoudite qui a repris ce concept. Et donc l'idée, c'est effectivement, on va réussir à gérer le carbone, le CO2 comme un déchet, et donc avoir des aspirateurs qui vont le retirer. On va soit l'utiliser, ou l'isoler et le remettre dans les sols, ou le minéraliser. Et donc en fait, plutôt que d'arrêter d'émettre, ce qu'il faut, c'est réussir à rechoper ce qu'on a émis, et voilà, encore une fois, fermer le cycle et le boucler. Il y a quelqu'un qui défend ça de manière assez explicite, qui s'appelle Klaus Lackner, qui est un professeur à l'université d'Arizona, si je ne dis pas de bêtises, qui est un des premiers à avoir travaillé là-dessus. Il a développé ce qu'on appelle le mechanical tree, l'arbre mécanique. Et lui, il le dit très explicitement. Il dit, en fait, le problème, c'est qu'on veut arrêter d'émettre, ce qui rentre en opposition avec les intérêts pétro-gaziers, et derrière ça, en réalité, avec le fondement de nos modes de vie industriels, croissantistes, etc.
Il dit on va jamais réussir à résoudre ça. Donc ce qu'il faut, c'est considérer le CO2 comme un déchet, fermer le cycle. Et il dit, en fait, l'avantage de ça, c'est que vous n'avez pas à entrer en opposition avec les intérêts des hydrocarbures, avec les pétrogaziers, voire même, ils vont avoir intérêt à le développer parce qu'ils vont gagner de l'argent. Ils vont gagner de l'argent en sortant du carbone du sol, ils vont gagner de l'argent en le remettant dans le sol. Et après, vous avez derrière ça des visions un peu plus utopistes, assez marrantes, en tout cas fascinantes, d'idée de miner le ciel. On a miné le sol pour en sortir du carbone, du charbon, du pétrole, du gaz. On va miner le ciel pour en isoler le CO2 qui est déjà présent. Donc en fait, on va pouvoir sortir la brique élémentaire de nos sociétés du ciel. Et derrière, il récupère un peu des arguments écologistes. C'est ce que tu disais quand il disait les retournements permanents. C'est de dire, c'est merveilleux, parce qu'en fait, le problème des hydrocarbures, c'est que c'était quand même globalement situé dans certains pays, donc ça générait des conflits. C'est toute l'histoire du XXe siècle. Oui. Là, c'est distribué. Il y en a partout. Il suffit de créer des aspirateurs partout et on va pouvoir sortir ces briques. Ça, c'est le premier aspect, c'est distribué. Le deuxième, c'est de dire il y a un enjeu de justice et de dette climatique. Les pays du Nord sont responsables globalement de l'essentiel des émissions passées. Et c'est eux qui vont nettoyer ce qu'ils ont salopé. Ils vont pouvoir aller remettre dans le sol le CO2. Et le troisième argument, c'est de dire par ailleurs, c'est merveilleux. Et là, ils reprennent ça aussi aux écologistes. Ils disent vous nous dites toujours qu'il faut en fait éviter de rechanger à chaque fois des industries parce que c'est toujours plus polluant, etc. Là, il y a un enjeu sur les voitures électriques où on se rend bien compte que c'est certes mieux pour le climat, mais ça génère aussi des pollutions associées, etc. Là, on a juste à garder nos mêmes voitures, on va juste créer des e-fuels, des carburants synthétiques à partir du carbone qu'on aura retiré du ciel. Et donc, en fait, on pourra garder les mêmes infrastructures. Pas besoin de refaire une nouvelle infrastructure, voiture électrique, batterie, point de charge, etc. On peut garder les mêmes trucs. Donc c'est assez fascinant. Il y a toujours ces espèces de retournements permanents autour de la géo-ingénierie. Alors le chapitre sur les limites planétaires permet de replacer les enjeux dans un contexte global. Est-ce que je peux te laisser rappeler ce que sont les limites planétaires ? Ouais, alors j'ai toujours peur de me gourer dans le nom, mais je crois qu'il y en a 9, c'est ça ? Oui, il y en a 9. En fait, c'est un modèle théorique qui a été élaboré pour essayer de justement souligner que le problème, c'est pas que le problème du CO2, c'est pas que le problème effectivement du carbone du CO2 dans l'atmosphère, c'est le cycle de l'azote, la pollution des sols, l'acidification des océans, et donc c'est comme ça toute une liste de modifications qu'on apporte à l'environnement, à notre milieu. L'idée étant qu'on ne sait pas très bien où sont ces limites, mais on sait qu'on approche plus ou moins une zone dangereuse et que passé cette zone, on rentre dans un territoire où la situation peut se dégrader assez rapidement. Ce cadrage-là, il a été critiqué, discuté par des scientifiques, mais disons qu'il marque assez l'esprit et il permet vraiment d'insister sur cette idée qu'il n'y a pas que le CO2 dans la vie, il y a aussi l'extinction de la biodiversité, etc. Et la raison pour laquelle on en parle dans le livre, c'est que ce que tu disais au début, en fait, la logique patch de faire des espèces de technofix comme ça, de rustine, en fait, elle tourne un peu autour de ce truc-là, parce qu'en fait, on pourrait très bien imaginer un monde. Et alors, il y a une chercheuse qui s'appelle Holly Buck qui a écrit un livre là-dessus. Oui. On pourrait imaginer un monde neutre en carbone, dans lequel il y a des aspirateurs à CO2 partout, mais on a ravagé complètement la biodiversité, justement parce qu'il faut des champs pour faire de la biomasse, parce qu'on a mis effectivement des panneaux solaires partout pour pouvoir alimenter ces aspirateurs à carbone, etc., etc. Donc on pourrait très bien imaginer qu'on réussisse à résoudre le problème climatique tout en ayant rendu la planète beaucoup moins agréable à vivre, quoi. Oui, parce qu'on ignore toutes les autres problématiques. Donc, le chapitre sur les limites planétaires permet de replacer les enjeux dans un contexte global. Et vous écrivez, page 142, l'autre grand danger de la géo-ingénierie est que nous écrasions la débâcle écologique sur le seul facteur climatique, en négligeant des questions comme la biodiversité ou l'acidification des océans. Certains chercheurs entendent ainsi élargir des débats trop souvent réduits au taux de carbone atmosphérique ou à la température globale pour y intégrer la question de la résilience des systèmes socio-écologiques. Vous expliquez ensuite qu'à tous les problèmes liés à notre dépassement des limites planétaires, certains géo-ingénieurs envisagent une suite infinie de patchs, de correctifs pour faire face à ces dérèglements. Mais vous précisez plus loin, le principal problème est que rien de tout cela ne traite le problème à sa source, entre guillemets, à sa source, l'épuisement pluriforme de la planète.
C'est si difficile d'avoir une vue d'ensemble de la situation et de prendre ça en compte avant tout, en fait, l'épuisement pluriforme de la planète. Ça devrait être ça la priorité, puisque ça sous-tend toutes les autres problématiques sont des conséquences de bien sûr. Mais c'est justement, en fait, c'est ça qui est frappant aussi dans le... Disons, comment dire ça ? Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la géo-ingénierie, c'était, je pense, au milieu des années 2010. Il y avait le livre de Clive Hamilton, qui est un philosophe australien, qui a été traduit en français sous le titre « Les apprentis sorciers du climat ». Ah oui. Et donc, je le disais tout à l'heure, à l'époque, c'était vraiment cette idée-là, les apprentis sorciers, etc. Et puis, progressivement, en lisant un peu, puis Marine, je crois aussi, c'était à peu près le même phénomène, en fait, on s'est rendu compte que des gens très sincères commençaient à s'y intéresser aussi, mais par dépit, en fait. Par disant, en fait, on n'arrive pas à infléchir vraiment la courbe de nos émissions. Il y a des bonnes nouvelles, il y a l'énergie solaire qui explose partout dans le monde, etc. La bande son est intéressante. sur le... C'est pas une illustration, c'est juste on est dans un restaurant parisien et je pense que les éléments viennent faire la bande son un peu redondante par rapport au sujet. Si je peux rebondir là-dessus. Oui. Il y a une anecdote qui est souvent citée sur la géo-ingénierie, c'est que parmi les premières discussions dans les réunions dans les années 90, il y a une réunion où il y avait plein de chercheurs là-dessus qui sont dans une salle. Et en fait, ils discutent effectivement de ce voile solaire là, et ils n'arrivent pas à. En fait, la clim est déréglée, et ils n'arrivent pas à la régler. Ils se disent putain, on n'arrive même pas à régler la température de la salle. On va jamais réussir. Comme quoi, on est toujours rattrapé par les phénomènes extérieurs, quoi. Bon, alors on en était où ? C'est difficile d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Oui, sur la panique. En fait, donc le dépit, l'idée qu'effectivement on n'arrive pas à faire autrement, que malgré les bonnes nouvelles, on ne va pas assez vite, et donc l'idée de ralentir un peu le réchauffement, parce qu'en fait quand on regarde maintenant la géo-ingénierie solaire, c'est plus tellement l'idée de on va bloquer complètement le réchauffement climatique, on va continuer à émettre, c'est pas grave. Non, c'est de dire bon, en fait on va ralentir le rythme, ce qui va quand même nous obliger à décarboner, parce qu'en fait si on décarbone pas, on va être obligé de mettre de plus en plus de soufre, et les effets de bord vont être de plus en plus importants. Donc l'idée c'est de dire bon ça fait partie d'un ensemble de réponses aux problèmes climatiques. Le truc le plus symptomatique de ça, c'est ce qu'on a appelé la Climate Overshoot Commission, qui a été établie en 2022 sous le patronage de Pascal Lamy, et dans lequel il y avait des personnalités assez importantes comme Laurence Tubiana, qui est la négociatrice en chef de l'accord de Paris. Vous en parlez au début du livre. Voilà. Oui. Et alors il y a des discussions assez animées dans ce cénacle-là, mais à la fin, ce qui sort, c'est un modèle qu'ils ont appelé le modèle CARE. En tout cas, c'est le marketing qui a été fait autour du rapport qui a été publié. Alors, CARE, donc C-A-R-E, donc CARE, le soin en anglais. Donc, c'est un vocabulaire plutôt appréciable, plutôt doux, mais c'est un acronyme. Donc, C, c'est pour cut, donc réduire les émissions. Donc, ça, classique, l'atténuation. On doit réduire les émissions, sortir des énergies fossiles, tout va bien. A, c'est adapt, donc c'est l'adaptation. Donc là, pareil. On sait qu'il y aura un réchauffement, il est déjà là, il faut adapter nos sociétés, voilà. Et ensuite le R et le E, c'est pourquoi ? Le R, c'est pour remove, donc retirer du dioxyde de carbone atmosphérique, donc encore une fois, ce qu'on appelait autrefois la géo-ingénierie carbone, ce qui maintenant est de façon plus classique, désigné sous l'élimination du dioxyde de carbone atmosphérique. Et le E, c'est pour explore la géo-ingénierie solaire. Et donc on voit bien qu'en fait, dans cette idée-là, vous avez 4 grandes réponses au réchauffement climatique: l'atténuation, l'adaptation, l'extraction du CO2 atmosphérique et la géo-ingénierie solaire. Et donc en fait, maintenant c'est le nouveau cadrage, de dire en fait, il y a 4 jambes et il va falloir un peu de tout ça pour réussir à éviter le pire du réchauffement. Et on normalise l'idée que ça fait partie des solutions. Exactement. Et pour revenir au début de la question, c'est effectivement, y compris de la part de gens qui, en faisant le livre, on était toujours traversés par ce sentiment très ambivalent, quoi. C'est ok, et les gens ils vous disent bah oui, mais vous avez quoi d'autre comme solution ? On va pas faire une révolution décroissante mondiale en fait. Donc après, ce qu'ils vous disent, c'est bon de toute façon, regardez les chiffres. Peut-être qu'on va réussir à faire une transition. Pour l'instant, c'est compliqué parce qu'on sait que les nouvelles unités d'énergie renouvelable, elles ne viennent pas se substituer aux énergies fossiles. Elles viennent s'additionner pour répondre à la hausse de la demande. Mais on espère qu'un jour, elles viendront manger sur le stock d'énergie fossile qu'on utilise encore. Ce qui n'est pas évident. Je te vois hausser les... Je te vois, voilà. Mais ils se disent, si il faut du temps pour cette transition, et ce temps, on va le gagner grâce à un voile solaire. Et si on dépasse, et si on a du CO2 qui continue d'être sorti, on pourra le récupérer plus tard, à la fin du siècle, avec des aspirateurs à CO2. Donc,
on voit, c'est vraiment un truc assez compliqué, quoi, qui vraiment remue des espèces de sentiments, soit de défaitisme, soit d'inquiétude, soit disons, de dire bon, bah, c'est un pur constat, on n'y arrive pas. Enfin voilà. Donc, c'est quand même c'est un sujet en fait, qui est au fond assez douloureux, quoi, quand on discute avec les gens. Et il y a des émotions assez fortes associées à la géo-ingénierie. Et quand on dit on n'y arrive pas, moi je trouve on dit ça un peu vite, quoi, parce qu'on n'a pas vraiment essayé, on n'a pas vraiment encouragé les gens, on les a pas aidés à consommer moins, à produire moins, à changer de mode de vie. On ne voit pas grand-chose se mettre en place pour encourager des choses qui pourraient être sympathiques et pas seulement de l'ordre de la privation, mais il y a plein de choses à imaginer. Il y a des tentatives, mais malheureusement qui ne sont pas du tout, qui restent très confidentielles. En fait, dans les chercheurs les plus militants, disons, sur le sujet, par exemple, ce qu'on entend souvent, c'est l'idée que l'humain, il est câblé biologiquement pour désirer plus. Espèce de naturalisation des pulsions du capitalisme, quoi. C'est ça. En fait, on peut pas faire autrement parce qu'en fait, les gens, ils veulent la bagnole, ils veulent plus de vêtements tout le temps, ils veulent le nouveau gadget, etc. Oui, déjà, si on ne les bombardait pas de pubs qui incitent à la consommation et qui attisent cette avidité permanente, on voit qu'il y a d'autres endroits sur la planète où les gens ne sont pas dans cette perpétuelle quête d'avoir plus, de tout ça. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, tout ça passe évidemment sur l'évidence et sur les travaux d'anthropologues qui vous montrent qu'en fait, évidemment, que l'homme n'est pas câblé biologiquement pour en permanence vouloir plus, désirer plus, etc. Et que tout ça est entretenu par le système économique dans lequel on vit, la publicité, l'obsolescence programmée, etc. Donc oui, en fait, c'est toute la complexité du sujet. C'est qu'il y a des gens qui froidement vous disent bon, on n'y arrive pas, et il y en a d'autres qui disent on n'y arrive pas, mais c'est parce que leur présupposé, c'est qu'effectivement, il va falloir toujours plus de capitalisme, pour le dire vite, quoi. Oui. Page 166, vous concluez le chapitre À demain le déluge par ces mots. Le sociologue allemand Hartmut Rosa insiste sur le fait que nous vivons dans des sociétés qui ont besoin de croître en permanence pour préserver leur stabilité. La métaphore couramment employée est celle du vélo. Moi, je connaissais cette phrase par Einstein. Si vous vous arrêtez de pédaler, vous tombez. Tout de notre système de retraite jusqu'à la façon dont nous créons de la monnaie est structuré par ce besoin constant d'accélération. Incapable de ralentir, le capitalisme serait entré dans une course de vitesse avec la planète. La géo-ingénierie est ainsi typique d'une course immobile dont parle aussi Rosa. Nos sociétés se précipitent sans cesse plus en avant parce qu'elles sont incapables d'entamer une véritable bifurcation, de bouger réellement. Est-ce que dans là on vient d'en parler déjà exactement de ce sujet, est-ce que dans les personnes, tous les deux que vous avez rencontrés pour ce livre, interviewés, il y en a qui pensent autrement, parce que là on revient sur ce constat, nos sociétés se précipitent sans cesse plus en avant parce qu'elles sont incapables d'entamer une véritable bifurcation, de bouger réellement. En fait, le point de départ de ça, c'est qu'on a remarqué que, notamment dans les projets donc, on a déjà parlé le rapport au temps. Oui. Il faut du temps, quelques décennies manquantes, entre guillemets, pour maturer les technologies qui nous manquent. Et donc, le voile solaire permettrait d'acheter ce temps, entre guillemets. Je dis acheter, puisqu'en anglais, on appelle ça le buying time argument. Dans l'extraction du carbone atmosphérique, il y a aussi cette dimension temporelle, dans le sens où, parfois, il s'agit d'accélérer des phénomènes naturels, y compris des phénomènes géologiques. Et en fait, ça nous a fait un peu penser à ce qu'un historien indien, Dipesh Chakrabarty, appelle justement il dit la collusion entre les temps humains et les temps géologiques. Il dit, c'est ça le propre de l'Anthropocène, c'est que vous aviez des échelles de temps très différentes, les temps des sociétés qui allaient en gros de la nanoseconde du trading haute fréquence jusqu'aux quelques siècles d'une civilisation, et d'un autre côté, vous aviez les temps géologiques qui se comptent en millions d'années. Et là, on est en train d'assister à une espèce de rapprochement des deux temporalités, et c'est de là que vient le sentiment de fascination, de panique aussi. C'est qu'on a l'impression qu'on est en train de perdre une course de vitesse avec d'où aussi tous les termes d'emballement, d'accélération, la grande accélération, etc. Et on voit bien qu'il y a cette espèce d'enjeu de tempo qui est assez présente. Et Hartmut Rosa, le sociologue allemand, lui, tout son truc, c'est de raconter qu'en fait, il appelle ça la stabilisation dynamique. En fait, nos sociétés ne peuvent perdurer qu'en accélérant en permanence. Alors lui, il ancre ça dans effectivement les systèmes de retraite, la façon dont on crée de la monnaie. En fait, au fond, ce qui fait les ressorts de la croissance. Et
c'est là que je rattrape ta question, c'est que dans la géo-ingénierie, il y a cette idée de on n'arrive pas à freiner, on n'arrive pas à ralentir. Donc la seule manière de faire, c'est dans les logiques existantes, c'est d'aller un peu plus loin, peut-être un peu plus vite. C'est de régler finement les pulsations biogéochimiques de la planète. C'est d'essayer de gagner du temps avec le voile solaire. C'est sur le finement que j'ai des doutes, mais c'est le finement. Je veux bien l'entendre. Donc, vraiment, en fait, le rapport au rythme et au temps, enfin au tempo, disons, il est vraiment au cœur du sujet, quoi. C'est un truc assez, on a eu du mal à tourner autour, mais c'est assez présent, quoi. J'ajoute un autre truc, c'est qu'en fait, dans ce rapport au temps, il y a un truc fascinant, c'est que quand le voile solaire, si on le déploie, on n'en a pas parlé, mais il y a un gros risque, c'est ce qu'on appelle le choc terminal. C'est que si vous déployez le voile solaire, donc du soufre, donc des injections permanentes, renouvelées via des avions ou d'autres dispositifs, mais c'est l'avion le plus étudié, et que vous tardez à sortir des énergies fossiles, et donc vous avez de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère. Le jour où ce voile cesse d'exister, en fait, le CO2 aura augmenté dans l'atmosphère, et donc vous avez d'un coup une espèce d'effet choc qui fait que les températures bondiraient très rapidement. Or, on sait que au-delà du réchauffement climatique, c'est le rythme du réchauffement qui pose problème. Oui. Et donc c'est ça qu'on appelle le choc terminal. C'est si vraiment on met du soufre dans la stratosphère, qu'on bloque le rayonnement solaire entrant, et qu'un jour, pour une raison ou une autre, on arrête de le faire, et qu'on n'a pas enlevé du CO2 de l'atmosphère, poum. C'est comme s'il y a un géographe suédois qui dit c'est comme si on ouvre la fenêtre, enfin la porte du four d'un coup, et qu'on se prend l'effet chaleur, voilà. Et donc ça suppose quoi ? Ça suppose qu'il va falloir maintenir pendant longtemps cette infrastructure, à savoir qu'il va falloir pendant des décennies, voire même des siècles, avoir ces avions qui partent vers la stratosphère, qui mettent du soufre, etc. Et donc ça suppose un rapport au temps qui est un rapport assez linéaire au fond. Ce qui veut dire que vous vous sentez capable de vous projeter pendant des décennies dans le maintien d'une infrastructure dont tout le monde va dépendre. Alors on vous dit, bah oui, mais c'est déjà le cas pour le nucléaire, les barrages hydroélectriques, etc. Ok, mais on vient rajouter encore une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on se dit, est-ce qu'il ne faut pas un peu réfléchir à ce qu'on est en train de faire ? Oui, et du soufre, on en a à l'infini comme ça. Et qu'est-ce qui devient après, en fait ? Alors le soufre, en fait, du coup, donc le soufre, apparemment, la disponibilité des matériaux n'est pas un problème dans le cas de D'accord. En tout cas, pas tout de suite. Et ensuite, effectivement, le soufre finit par retomber, donc il y a des pollutions associées. Mais généralement, c'est minoré dans la littérature scientifique. Enfin, c'est pas minoré, mais dans la littérature scientifique, ils vous disent, certes, il y aurait probablement ça aurait des effets sur la pollution au soufre, ça aurait aussi des effets sur la reconstitution de la couche d'ozone, ça ralentirait sa reconstitution probablement, mais ces effets-là sont en balance des risques, seraient grandement compensés par tous les problèmes qu'on éviterait en bloquant une partie du réchauffement. Donc c'est toujours une balance des risques, c'est qu'est-ce qu'on génère, qu'est-ce qu'on obtient. Donc voilà, donc il est dit que c'est un problème mineur par rapport à tous les autres problèmes que créerait la géo-ingénierie. Oui. Vous soulevez, page 172, un autre problème majeur. La géo-ingénierie soulève de véritables enjeux politiques, on en a déjà parlé un petit peu, de justice planétaire et d'équité entre les plus riches et les plus pauvres, entre les hommes et les femmes, entre les générations présentes et les générations futures, ou encore entre les humains et les non-humains. Ainsi, une gouvernance démocratique de la géo-ingénierie s'avère indispensable, mais beaucoup de chercheurs peinent à y croire. C'est le cas de Jenny Stephens et de ses collègues qui jugent ces techniques incompatibles avec la prise de décision démocratique, du géographe Mike Hulme qui parle d'une géo-ingénierie indésirable, ingouvernable et inatteignable, ou encore de Frank Bierman et Darthi Gupta qui appellent à un accord de non-utilisation. Vous écrivez, si ces chercheurs sont aussi pessimistes, c'est qu'il n'existe pas à ce jour d'organisation internationale qui disposerait du contrôle démocratique et des moyens de coercition suffisants pour encadrer un déploiement de géo-ingénierie. La géo-ingénierie serait-elle ingouvernable ou bien préfigure-t-elle une nouvelle forme de politique globale ? Alors, on constate aujourd'hui quand même à quel point les mécanismes de nos organisations internationales, justement, par exemple, au hasard de maintien de la paix, à quel point ces mécanismes semblent devenus obsolètes et à quel point il est difficile pour les États de s'entendre. Alors, le temps, moi, ça me plaît bien cette idée qu'on va être obligé de se mettre autour de la table et que, du coup, il va falloir revoir un petit peu comment faire une gouvernance démocratique tous ensemble. Sauf que le temps
temps que prendra la mise en place d'une gouvernance de la géo-ingénierie en tant que nouvelle forme de politique globale. J'aime bien l'idée, mais ce temps, il me semble qu'on ne l'a clairement pas, non ? D'autant plus que vous parlez carrément de vide juridique, à tel point d'ailleurs que lorsque des abus ont déjà été constatés, vous racontez que ce sont les ONG, Greenpeace, Sea Shepherd, qui ont dû s'y coller. Oui, dans le cadre de l'ensemencement des océans. Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est l'autre grand chapitre autour de la géo-ingénierie solaire. Donc il y a un premier chapitre, au sens de recherche active sur le sujet, qui est en gros quels seraient les effets. Donc là, c'est la simulation, c'est la question de la recherche en extérieur. Et il y a le chapitre gouvernance. Qu'est-ce qu'on fait pour gérer ce truc-là ? Oui. Alors, quand on regarde un peu dans la littérature avec Marine, ce qui est intéressant, c'est que en fait, il y a une espèce de pas de deux, de tango, quoi, on va dire ça, de danse, entre d'un côté des gens qui disent on peut pas commencer à faire ça tant qu'on n'a pas une infrastructure, une structure de gouvernance claire, démocratique, inclusive, voilà. Et de l'autre des gens qui, entre guillemets, se comportent un peu jouent avec les zones grises du droit et commencent à faire des choses. Et en fait, alors ça c'est quelque chose qui est au cœur d'un roman qu'on cite beaucoup qui s'appelle Veil, qui en fait décrit un peu une forme de déploiement de la géo-ingénierie solaire. Et en fait, il finit par dire en fait, c'est une espèce de pulsation normale de l'humanité. Vous avez d'un côté les administrateurs, bureaucrates qui vont réguler les choses, mettre des garde-fous, faire des normes, et de l'autre, des espèces d'entrepreneurs un peu foufous qui vont en fait créer des trucs dans les zones grises. Et en fait, tout ça va avancer comme une espèce de mouvement d'oscillation comme ça. Et c'est comme ça qu'on avance dans nos avenirs technologiques. Et ça, on le voit assez en fait dans les écrits géo-ingénieurs. Souvent, ce qui est imaginé, c'est de dire imaginons que des pays. Là, effectivement, il n'y a pas de gouvernance internationale, il n'y a pas de structure. Vous pouvez imaginer que ce soit le GIEC ou l'ONU, voilà, mais ça ne semble pas adapté. Ce qu'il faudrait peut-être, ce qui pourrait se passer, ils disent pas qu'il faudrait, ils disent ce qui pourrait se passer, c'est que des États, notamment par exemple des petits États du Pacifique, qui sont déjà très fortement impactés par le réchauffement climatique, avec l'aide de peut-être quelques philanthropes un peu entreprenants, commencent, sans le dire, à envoyer du soufre dans la stratosphère. Et puis, au bout de quelques mois, à supposer que ce ne soit pas détecté, dirait, au moment de la COP, par exemple, désobéissance civile. Nous, on sait que c'est pas très... C'est mal vu, mais on a commencé, sans le dire à personne, à mettre du soufre dans la stratosphère, parce qu'en fait, on n'avait plus le choix. On avait les pieds dans l'eau, l'eau monte, nos îles vont disparaître. Et le temps que vous fassiez quelque chose... on sera tous morts. Vous êtes responsable et vous ne faites rien, donc on fait par nous-mêmes... Exactement, on sera tous déplacés. Tout à fait, ouais. Et donc... Derrière, le schéma qui est souvent imaginé, c'est de dire les grandes nations, Chine, États-Unis, qui, si elles avaient commencé à le faire elles-mêmes, auraient tout de suite été pointées du doigt en disant voyez, regardez, c'est encore l'hégémonie américaine, etc. En fait, publiquement dénonceraient ces programmes, diraient non, attendez, qu'est-ce que vous... Mais en fait, finiraient par s'en accommoder. Et progressivement, en fait, ça deviendrait une forme d'infrastructure qui commencerait comme ça avec un acte de quasi-piratage, entre guillemets, mais serait normalisé assez rapidement et rentrerait avec une forme de régulation qui s'installerait, etc. Et le point de fantasme ultime, disons, c'est de dire en fait ça va devenir une infrastructure, donc on va dépolitiser la chose. En fait, ce sera géré de façon ce sera de la maintenance, quoi. Et donc ce sera plus un enjeu politique. Et il y a plein de trucs autour de ça qui sont assez fascinants sur par exemple d'imaginer comment on pourrait, si un pays s'estime lésé par ce voile solaire, en disant moi il pleut moins chez moi, donc mes récoltes sont moins bonnes, être automatiquement indemnisé par les autres pays. Enfin voilà, il y a toute une espèce de pensée de cette infrastructure qui se développe. Et l'idée, c'est effectivement de sortir ça de la politique et le fantasme en fait de l'espèce de gouvernement, même pas de gouvernement, de gouvernance dépolitisée, globale, tranquille, qui serait et comme tu le disais tout à l'heure, en fait, quand on regarde le monde tel qu'il est, on se dit ça paraît un peu utopique effectivement. Oui. Et on retrouve les stratégies habituelles du lobbying pour faire passer des idées en force, quitte à travestir un peu la réalité. Alors, page 186, ces dernières années, les promoteurs de la géo-ingénierie ont multiplié les efforts pour conjurer cette image d'une géoclique blanche américaine s'imaginant porter le monde sur ses épaules. Et donc, on voit
les stratégies pour faire évoluer cette image et présenter les choses autrement. Donc vous précisez plus loin que, je cite, tous ces efforts témoignent d'une inversion du cadrage. La géo-ingénierie est désormais présentée comme un outil de justice climatique. Vous mentionnez aussi une tendance à présenter maintenant la géo-ingénierie avec le vocabulaire du care, de la résilience ou du soin qu'il faut accorder à la Terre. Ça, c'est plus vendeur. Mais en fait, jusqu'où les décisionnaires sont dupes de... Alors, il y en a qui sont sincères, hein, comme vous l'avez rappelé, mais il y a quand même aussi beaucoup de l'effet, comme on en parlait, de la bulle Internet. Et donc, où il faut absolument convaincre, déjà pour avoir des fonds, donc il faut convaincre que les méthodes sont sûres, qu'elles vont nous sauver. Est-ce que les personnes qui vont au final dire oui ou non, on va lancer les expérimentations, on va lancer les actions ou on va donner des fonds. En fait, quels sont leurs moyens de ne pas être dupes quand il y a une forme de travestissement de la réalité là? Ouais. Bah, alors, comment dire ça? En fait, il y a 2 étages. Disons qu'il y a... Par exemple, on a parlé à Pascal Lamy, qui lui dit, moi je savais que ce sujet de la géo-ingénierie solaire traînait dans les marges des négociations climatiques. À un moment, il m'a paru sain de l'exposer et qu'on en parle dans cette commission, donc la fameuse Climate Overshoot Commission. Et lui, il dit, on est à un moment où on peut plus trop se permettre de tergiverser. Son expression, c'est retourner toutes les pierres. Oui, c'est le titre du chapitre. Voilà. Oui. Et donc il répète ça beaucoup, c'est de dire il faut envisager tout parce qu'en fait on ne sait pas de quoi on va avoir besoin. Peut-être qu'en fait effectivement la crise climatique elle va être tellement forte que ce sera un moindre mal que de mettre du soufre dans la stratosphère. Voilà, donc ça c'est l'étage disons purement décisionnel. Et après dans les espèces d'écosystèmes qui se créent autour de ça, à la fois dans la recherche, dans les boîtes, les entreprises qui peuvent se créer, les fonds alloués, la philanthropie, etc. Ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'en fait, c'est des champs de bataille, quoi. C'est-à-dire que vous avez des gens... Si on prend l'élimination du CO2 atmosphérique, qui est là où il y a, disons, la bataille la plus nette, vous avez des gens qui veulent utiliser ça vraiment dans une perspective de décarbonation pour retirer ce qui a déjà été accumulé et vraiment permettre la neutralité parce qu'on sait qu'il y aura probablement des émissions résiduelles, donc ils sont intraitables on veut pas de financement pétrogazier, on veut que ce soit net sur le fait que quand on vend ces trucs là c'est fait pour des émissions résiduelles et pas pour compenser des émissions qu'on pourrait enlever par ailleurs. Et puis vous avez d'autres gens qui sont là qui ont une perspective moins claire sur le sujet et qui eux voient ça comme un nouveau marché, on l'a dit tout à l'heure avec les données, comme une façon de poursuivre l'exploitation fossile. Par exemple, vous avez Oxy, donc Occidental Petroleum, qui a racheté une boîte de DAC, d'aspirateurs à carbone, et qui dit explicitement, ça va nous permettre de continuer à sortir du pétrole, quoi. Voilà. Donc, vous avez un peu différents acteurs, et ce qui est difficile, c'est qu'en fait, ça va se jouer dans des trucs très fins sur effectivement est-ce qu'on crée un marché carbone associé, quelles sont les règles qui sont mises. Voilà, on voit vraiment qu'il y a une espèce d'empoignade autour de ça qui est assez opaque et difficile à comprendre parce qu'en fait c'est vraiment des trucs compliqués. Et ce qu'on essaie de montrer aussi, c'est qu'en fait, hélas, c'est un champ de bataille et le terrain il est en pente, quoi. C'est-à-dire qu'en fait généralement la force de l'industrie fossile, enfin du monde fossile est telle que c'est difficile et les enjeux de conflit entre nations sont tels qu'ils sont, qu'on a du mal à voir comment tout ça pourrait être transformé dans une perspective émancipatrice, sauf à être très optimiste. J'espère que ce sera le cas, mais c'est vrai que c'est plus difficile à percevoir. Oui. Bon, alors le débat est dense, il est complexe, il est confus aussi, embrouillé par nombre de théories du complot qui peuvent elles aussi se répandre en un instant sur la surface du globe et dérégler, alors là, les écosystèmes de ce qui nous relie, des réseaux qui irriguent nos sociétés. Vous citez plusieurs cas et vous mentionnez une piste proposée justement par Holly Buck. Ouais, en fait, parce que, oui, la question là, c'est sur la question du lien au complot. Alors, ce qui est assez frappant, mais ça, Marine, elle en parle très bien, c'est qu'elle participe souvent dans des événements de colloques sur la modification de la météo, la géo-ingénierie, et en fait,
parfois, ils se retrouvent avec des complotistes qui vous disent bon, bah, en fait, c'est, je sais pas, un gouvernement mondial dominé par les juifs qui, en fait, répand déjà pas du soufre, des produits chimiques dans la stratosphère. Ah oui, les chemtrails. Les chemtrails, etc. etc. Donc, en fait, il y a une porosité à ces enjeux de complot. Et ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'il y a un truc plus profond qui se joue, qui est un peu compliqué à décrire. Je sais pas si c'est clair dans le livre, j'espère, mais c'est que on avait pour habitude de penser que la nature qui nous entoure est stable. Qu'en fait, les activités humaines se déroulent dessus et que c'est un espèce de décor immuable, etc. Le réchauffement climatique, mais aussi ces techniques de modification de la météo ou de contrôle du climat, enfin de contrôle, disons, d'agir plus directement sur le climat, en fait, viennent brouiller cette frontière. En fait, d'un coup, vous pouvez vous dire, bon, bah, en fait, il pleut parce que quelque part, il y a eu de l'ensemencement des nuages. Il fait moins chaud parce que quelque part on a mis du soufre dans la stratosphère. Donc en fait la frontière entre ce qui est naturel, artificiel, qui est déjà très brouillé, à supposer qu'elle existe, elle se brouille encore plus et ça vient se mélanger à un environnement médiatique qui lui aussi est très brouillé, très compliqué. Et ce qui est assez frappant, c'est que l'idée d'une gouvernance tranquille et rationnelle de la géo-ingénierie, en fait, elle semble en porte-à-faux complet avec le fait qu'on vit dans un monde complètement irrationnel. Oui, voilà. Oui. Et donc, c'est ça aussi qui rend le truc un peu fascinant, c'est qu'il y a des gens qui fantasment une idée un peu près rationnelle du déploiement d'un voile solaire dans un monde dont les soubassements sont complètement irrationnels. En tout, voilà. Et donc, on a essayé de montrer ça. Et Holly Buck, enfin en tout cas, les gens qui travaillent un peu là-dessus, disent aussi, attention, il ne faut pas non plus venir mépriser les gens qui ont une théorie dite complotiste. Parce qu'au fond, c'est quoi ? C'est la manifestation justement d'un malaise vis-à-vis de ce qu'on a appelé les historiens la grande accélération, le fait qu'on a modifié la planète, qu'il y a des pollutions, qu'il y a des intérêts économiques, tout ça. Donc ils ont peut-être une vision paranoïaque du truc, mais il y a des phénomènes évidemment d'inégalité sociale, de conflits géopolitiques très forts. Et donc en fait, c'est plutôt un symptôme de quelque chose qu'il faut venir traiter, ou en tout cas interroger. Et donc voilà, c'est d'essayer d'entendre aussi ces modes d'inquiétude. Oui. Et alors c'est difficile comment les prendre en compte, mais de pas complètement les balayer d'un revers de main en disant c'est des dingues complotistes. Voilà. Même s'il faut évidemment faire le partage entre ce qui est du consensus, qui fait le consensus scientifique, et puis ce qui est de l'ordre du fantasme. Voilà. Oui. Un grand merci, Rémi Noyon. Un grand merci, c'était super. Et aussi une petite pensée pour Marine de Guglielmo Weber. Tout à fait, qui est malade, la pauvre. J'espère qu'elle va vite se remettre. Voilà, on lui souhaite un bon rétablissement. On la remercie aussi puisque vous avez écrit tous les deux ce livre et que c'est vraiment passionnant. Le grand retournement, donc comment la géo-ingénierie infiltre les politiques climatiques. C'est vraiment une somme d'informations. C'est abordé par différents angles et du coup, ça permet de se faire un peu sa propre opinion. Donc, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent, où il y a toujours des très bons livres. J'ai envie de te demander, puisque là tu es seul représentant pour les deux, quand vous avez eu terminé ce livre, est-ce qu'en fait tout ça c'était ce que vous saviez déjà, ou est-ce qu'au fur et à mesure de l'écriture et des échanges, parce que je sais qu'on n'en a pas parlé, vous avez rencontré aussi, je crois, échangé avec Laurence Toubiana, j'avais envie d'en dire quelques mots aussi, parce que moi je l'avais vu sur le festival Agir pour le vivant, du coup dans un cadre assez intimiste, puisque le matin, à 9h du matin, c'est à Arles, avec les éditions Actes Sud, et il y a des rencontres, ça s'appelle un café avec, et du coup on est à une terrasse à 9h du matin avec une personnalité, et souvent des grandes personnalités, qui ont fait beaucoup de choses. Et j'avais assisté à un café avec Laurence Toubiana et j'étais assez sidérée de sa franchise, en fait, par rapport à ce qu'elle nous a raconté déjà des coulisses de ces fameux accords de Paris et de son travail. Et puis, et là aussi, les biais de genre, on a beaucoup parlé des hommes pendant cet accord de Paris. Ça a été une des chevilles ouvrières de cet accord, et elle était, je sais pas si le mot désabusé peut correspondre, parce qu'on sentait quand même beaucoup de révolte aussi. Qu'est-ce qu'elle nous a dit ? Oui, non, mais c'est parce que justement c'est une femme, bien sûr. Donc peut-être on peut en parler un petit peu. Elle a été critiquée, Laurence Toubiana, pour avoir été dans cette commission, parce que, comme on l'a dit, c'est une commission qui, en apparence, puisqu'elle a fini par dire qu'il faudrait un moratoire sur la recherche
en géo-ingénierie solaire peut laisser penser que c'est une commission qui était plutôt un frein à ça. En fait, quand vous regardez dans le détail, c'est beaucoup plus, en fait, c'est plutôt un encouragement, parce qu'en fait, ce qui est l'objet du moratoire, c'est la recherche de grande ampleur en extérieur. Il y a toute une gamme de recherches avant ça qui est plutôt promue, parce qu'on a dit tout à l'heure avec le modèle CARE, E pour Explore. Et donc, en fait, alors je vais pas parler pour elle, mais ce que Laurence Subiana nous a dit, c'est qu'elle y a été dans l'objet, dans la perspective, en fait, de se dire, bon, il faut quand même qu'il y ait des gens à peu près sensés dans la salle pour se rendre compte de ce qui se dit, d'essayer d'influencer le processus, quoi. C'est toujours le truc compliqué, c'est est-ce qu'il participer ou pas, voilà. Donc, elle est très précautionneuse sur la géo-ingénierie solaire, voilà. Et voilà, je ne vais pas en dire plus parce qu'après ça lui appartient. Mais sur la première question qui est de dire comment on a changé chacun avec Marine. Alors, je ne peux pas trop parler pour Marine non plus, mais dans mon cas, je l'ai un peu dit au départ, vraiment ça vient remuer des trucs assez profonds, je trouve, sur le lien. Enfin, qu'est-ce que c'est que l'artificiel, le naturel? Quel est notre rapport à la technologie? Est-ce qu'on est optimiste, pessimiste? Ça vient vraiment remuer des choses assez profondes et en fait constamment, en tout cas moi je trouve que j'ai l'impression d'avoir un peu évolué sur le sujet au fur et à mesure aussi, en me disant il y a des choses qui me paraissaient folles avant et j'ai vu que je les vois maintenant plus comme des champs de bataille, disons, avec des gens qui essaient de porter certains sujets, voilà. Donc ça nous a en fait constamment, il y a une espèce d'ambivalence et ça on utilise beaucoup le mot ambivalence, je pense, dans le livre. Parce qu'on essaie de montrer que c'est une espèce d'ambivalence qui est au cœur de la notion d'anthropocène dont tu parlais tout à l'heure, c'est qu'elle est à la fois très inquiétante et en même temps fascinante, parce que voilà, on a une espèce de pouvoir tellurique, et donc qu'est-ce qu'on va en faire, voilà. Donc il y a une espèce de sentiment comme ça, et moi ce qui m'a frappé, c'est en lisant Fred Turner, qui est un historien de la Silicon Valley, il raconte que dans les années, pendant la guerre froide, les Américains ont un peu ce même sentiment d'ambivalence, parce qu'en fait, ils sont d'un côté tendus entre la crainte de l'apocalypse nucléaire et de l'autre, la société de consommation qu'on leur promeut, qu'on leur vend, quoi. Et donc, il y a des espèces de mouvements qui se créent, qui mélangent un peu ces deux dimensions. Et on retrouve un peu ça dans certains promoteurs de la géo-ingénierie solaire sur le rapport à l'anthropocène heureux, ce qu'ils appellent, voilà. Ils disent, bon, bah, ok, on a déstabilisé la planète, mais on va pouvoir en prendre le contrôle et en fait, on va pouvoir, comme on le disait tout à l'heure, régler finement les pulsations géochimiques de la planète. Et en fait, on se dirige vers une ère glorieuse de l'humanité et tout ça. Donc c'est un peu cette espèce de fantasme aussi. Et on retrouve vraiment en fait, cette espèce de pulsation entre l'inquiétude vraiment de la catastrophe, quoi, le choc terminal, etc. Et l'idée que peut-être qu'on va vers quelque chose une espèce de fantasme de l'homme qui reprend son destin en main, etc. Donc voilà, on retrouve tout le temps cet aller-retour, quoi. Mais qui reprend son destin en main, si c'est toujours en ne prenant pas plus conscience du vivant et du coup en le maltraitant, en continuant à le maltraiter, à le déséquilibrer, à faire comme s'il n'existait pas, je ne vois pas tellement, on va pouvoir inventer toutes les solutions que l'on voudra. Oui, bien sûr. C'est tout ce qu'on disait tout à l'heure. C'est toujours cette fameuse phrase, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Exactement. C'est tellement classique, mais ça semble pas rentrer quand même vraiment dans les... Ça semble pas infusé, ouais. Voilà, ça semble pas infusé. Donc, je rappelle encore une fois ce titre, Le Grand Retournement, comment la géo-ingénierie infiltre les politiques climatiques, aux éditions Les Liens qui libèrent. Ça fait 230 et quelques pages. Je vais mettre, comme d'habitude, le lien dans le descriptif du podcast vers la page du site des librairies indépendantes sur lequel vous pourrez acheter le livre. Donc, un grand merci pour ce travail d'utilité publique, comme pas mal des sujets en ce moment sur SoSuite Planète, quel qu'il soit, avec des approches diverses et variées, mais bon, qui nous permettent un petit peu d'y voir plus clair, parce que c'est vrai que c'est très compliqué pour nous les citoyens. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Merci encore. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de me mettre une bonne note sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de me laisser un petit commentaire. Ça, vous pouvez aussi le faire sur Spotify maintenant. SoSuite Planète, c'est un site et un podcast indépendant. Merci donc de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode.